Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Salut Andréane. Allô Kevin. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Hey, de retour aujourd'hui. Puis format vidéo. Mais oui, la Fait que dernière là, fois... vous nous voyez et c'est ça, on vous voit pas nous, mais vous nous voyez. Exactement. on a déménagé le setup. On est rendu ailleurs. Oui, C'est ça. paraît pas parce qu'on a le même fond, mais... Oui, exact. Le même fond, oui. On n'est pas au même endroit, en fait. Une belle tablette. Oui. Ouais. Puis c'est la première fois que tu posais de la tapisserie. Merci. Non, mais t'as bien fait ça, Andréane. Fait que là, en fait, s'il y a des défauts, c'est de ma faute. C'est pour ça que je l'ai dit. Ah, exactement. C'est ça. Si vous voyez un défaut, c'est correct. C'est de la faute d'Andréane. C'est la première fois qu'elle en pose. Mais ouais, donc très content d'être de retour au format vidéo. Tu sais, on se force quand même pour que le monde puisse observer. Puis tu sais, c'est le fun d'écouter un podcast. Moi, j'aime bien ça aussi vidéo. Comme les sous-écoutes, j'écoute toujours ça sur vidéo. Fait que voilà, vous pouvez profiter de ce beau décor qu'on a fait pour vous. Puis à part de ça, Andréane, comment vas-tu? Ça va bien. Ouais. Mais on est encore l'été. J'allais dire, on est l'été. On est encore l'été. Ça achève, ouais. Ouais. Ben, L'été, t'sais, techniquement, ça finit au mois de septembre. Ouais, l'été, Moi, mais comme... je suis cette personne-là qui dit « Ouais, mais l'été, ça finit juste le 21 septembre. » Genre, c'est sûr que, ouais, le matin, tu te lèves genre à 5h30, t'ouvres les stars, pis là, c'est comme « Le soleil! » J'ai pas besoin d'ouvrir les stars parce que mes stars, j'en ai pas. Ah, ben, OK. J'ai toujours la lumière du soleil cool, qui rentre ça. dans ma chambre. Ouais. Excellent. Ouais, fait que, effectivement, moi, j'ai plus, tu sais, je me dis que l'été, oui, elle continue un peu, mais c'est les vacances qui achèvent, là. Là, on est comme, je recommence, moi, ma vie triste lundi, là. Tout Mon recommence, Dieu. là. Ouais. Yeah. C'est ça. On a hâte. Exact. Fait que, ouais, aujourd'hui, Oppenheimer. Très content de présenter ça. C'est un film de Nolan. Nolan, tu sais, c'est toujours un réalisateur, comme j'avais marqué dans le post Facebook, là, qu'on attend toujours ses films. C'est un événement à chaque fois. Donc, très, très content de faire ce film. On l'a décidé en plus tardivement. Donc, belle surprise. Ouais. Ouais, c'était vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis il y avait ça qui était au cinéma, puis Ouais. je l'avais pas vu, mais je voulais le voir. Excellent. L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. Je suis toujours très curieuse, je suis toujours un peu très passionnée justement d'aller voir les nouveaux films qui sortent par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y avait celui-là, j'avais très hâte. Donc quand j'ai vu les annonces, j'étais vraiment très contente qu'ils fassent ce film-là. Puis ils l'ont fait. Puis On va voir voilà. si il a respecté les attentes que tu t'étais faites. Est-ce que tu l'as apprécié, tout ça? J'ai hâte de savoir. Honnêtement, pour vrai, j'imagine que tu l'as quand même apprécié, mais tu sais, on s'en est pas excessivement parlé quand même. Non, mais en fait, on s'est pas parlé de comment tu l'as trouvé. Mhm. On a parlé de petites Ouais, choses, mais pas de ça. exact. Donc, j'ai vraiment très hâte. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle sur Internet là, que c'est comme son meilleur à Nolan, puis ça serait même meilleur que, ben c'est ça, Interstellar, puis on verra. Pour moi, Interstellar, c'est est-ce que c'est ton meilleur film de Nolan, Interstellar? Mais là, tu sautes déjà des étapes. Là, ce serait comme me demander où je place Oppenheimer par rapport Mettons, à... excluant Oppenheimer, là. Ah, ok, excluant oui, Oppenheimer. Avant Oppenheimer, oui. Ouais. OK, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, effectivement. Fait que voilà. Écoute, comme d'habitude, on essaie de plugger quelque chose qu'on a écouté récemment, facilement accessible avant d'embarquer dans notre critique. Fait que je te demande, Andréane, qu'as-tu regardé récemment? Dans la même semaine, oui, j'ai fait le parallèle. Donc, dans la même semaine, je suis allée voir Barbie! Oui, c'est vrai. Comment c'était? Très rose. Ouais, est-ce que t'étais habillée rose? Non! Ok, t'as pas embarqué là-dedans? Non, non. Ok. Est-ce qu'il y avait du monde? Oui! Ah, c'est ça, Vraiment hein? beaucoup. Ouais, c'est ça que j'avais vu. Puis après ça, j'ai regretté de pas avoir de rose. Oui. J'étais comme... T'as aucun vêtement rose? J'ai pas beaucoup de rose. Ok. J'ai des touches de rose. Ouais, genre, mais pas de ce rose-là. OK. Puis tu sais, c'était-tu pas quand rose. même une majorité du monde qui était dans la salle qui était habillé en rose? Ouais. Ah, c'est quand même cool. Mais on est allé à 7h, donc il y avait des Ouais, enfants c'est ça. aussi dans la salle. Ok. Donc plein de petites filles. Donc j'étais comme pas sûre si jamais j'étais à ma place, mais... Ben oui. Tu sais, même ouais. personnellement, j'aurais été le voir. Pour vrai? Ça me tentait, Barbie. Ouais. Ok. Ouais. ouais. Mais j'ai pas eu la chance. Mais pour elle, c'est le fun parce que c'est Ouais. de l'absurde. Ouais. C'est de l'absurde qui s'assume. Ouais. C'est très drôle. Ayant joué avec des Barbies, puis ma mère qui Ben jouait oui. avec des Barbies, parce que je suis allée le voir avec ma maman. Cool. Donc,
elle avait des référents, moi j'avais des référents, elle avait les vieux référents de Barbie, j'avais les référents des années 90, 2000. Mais on a eu beaucoup de plaisir, sauf la fin est un peu longue, puis là tu gigotes un peu sur ton siège en te disant c'est correct, ça pourrait finir maintenant. Mais sinon, on a passé un super bon moment. OK, donc, parce que c'est quoi? C'est genre 2 heures à peu près? Quelque chose comme ça, okay, ouais. Mais c'est quand même... je dirais les 15 dernières minutes, là, on pourrait accélérer, ouais. OK. Ah, ben j'ai quand même vraiment hâte de le voir. Ta note sur 10? 6. 6, ouais. OK. Ouais, fait que c'est quand même... tu sais, c'est bon, mais tu sens qu'il y a une petite longueur, là, parce que 6, c'est quand même... Ouais, c'est ça. C'est pas le film c'est pas Ta mon mère, film de l'année. Comment qu'elle l'a vécu, le film? À peu près de manière très similaire. OK. Mais ça a ramené beaucoup de Ben souvenirs. oui, On est arrivé à la maison puis elle était comme, je veux voir tes Barbies, je veux voir les linges de Barbie parce que j'ai tout gardé de quand j'étais petite. Ma mère elle m'a interdit de jeter ça. Donc là, c'était vraiment d'aller déterrer ça. Il y avait quelque chose quand même de plus profond en allant voir Barbie avec ta mère, là, tu sais, il y avait quelque chose de nostalgique. Exactement. Ah non, c'est vraiment cool. j'aimerais ça qu'on aille voir Barbie ensemble. Ça, c'est tellement des beaux moments, là. Oui. Tu sais, ça revient au cinéma. C'est pour ça que j'aime le cinéma, parce que ça reflète des moments comme ça. Il y a vraiment, ça crée justement un moment. C'est merveilleux, le cinéma. Mais c'est le fun, justement, quand il y a comme un après. Tu sais, quand tu continues à en parler dans la voiture, quand tu reviens à la maison, puis là, on se dit, on va aller voir les Barbie qu'on a en bas. Puis, tu sais, c'est vraiment, ça a ramené beaucoup de souvenirs. Puis, tu sais, c'est pas juste 2 heures. Ça dure plus que 2 heures. Exact. C'est ça qui est le fun. Ouais. Absolument. Ben, c'est cool. Fait que t'as aimé quand même ton expérience. Oui, puis, Oppenheimer, est-ce que t'as été le voir la même journée que Barbie? Non, dans la même semaine. Dans la même semaine, c'est ça que tu disais. OK. Parce que... 2 films dans une journée, ça serait... OK, ça serait beaucoup? Ça serait beaucoup. OK, ouais. Nous autres, on était habitués, ma famille, on allait en voir 4, là, dans la même journée. On arrivait à l'ouverture du cinéma, puis on partait à la fermeture. Oh, wow. Ouais. Ça, c'était cool. T'sais, moi, c'était comme notre journée cinéma, là. Wow. Mais tu sors de là, puis tu rentres mal à la tête, le matin, genre, puis tu sors, puis là, c'est le soir tardif dans la nuit. Fait que t'es comme... t'as juste... tu sens le popcorn, puis... Mais c'est ça. Est-ce que vous achetiez juste un billet, puis en fait, vous restiez on a fait ça. On a fait ça, ouais. On achetait, je pense, 1 ou 2 billets, puis après ça, on faisait juste aller voir les autres films. Cachés dans les salles de bain. Ouais, on a fait ça. C'est classique du cinéma, ça. Fait que, ben, cool. Content que t'aies vu Barbie. Moi, c'est sûr que je vais l'écouter dès que j'ai la chance. Fait que, voilà. Moi, personnellement, je vais y aller rapidement sur une série que je t'ai parlé un peu tantôt. J'ai écouté The Bear. Je sais pas si... tu me disais que tu savais pas c'était quoi, là, mais c'est une série de cuisine qui est disponible sur Disney+. C'est vraiment excessivement bon et très surprenant. C'est une série où est-ce que tu suis un jeune cuisinier qui veut se reprendre en main, puis il y a comme des conflits familiaux, puis il va essayer de reprendre le restaurant familial pour en faire devenir tu sais, c'était une espèce de petits restaurants, genre de hot dog puis de poutine, puis une genre de cantine, puis là lui il va en faire un restaurant 5 étoiles. Okay. Fait que il va comme tout décider de reprendre ça en main, de reconstruire, puis tu sais juste les arcs narratifs de chacun des personnages, c'est tellement bien écrit, bien réalisé, c'est excessivement bon. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça, puis il y a des épisodes là ultimes que clairement ils vont rester des épisodes cultes de cette série-là. Là. Tu sais, il y a un épisode en particulier dans la saison 2, épisode, je pense que c'est le 6, il est 9.7 sur IMDb. Ah ouais, wow. Puis l'épisode, là, il est anxiogène, là. Tu sais, tu suis un souper de famille, il se passe tellement plein d'affaires, c'est incroyable, là. Tu restes, tu sais, vraiment capté du début à la fin, puis quand l'épisode finit, t'es essoufflé, là. Parce que ça arrête juste pas 2 minutes. T'es investi dans l'épisode. Oui. C'est très, très bon. Ouais. Fait que je l'ai écouté il y a 2 saisons seulement pour l'instant. Je les ai écoutés, je pense, en 4-5 jours. Là. OK, quand même, oui. Ouais. Ah ouais, je les ai mangés. Là. C'était délicieux. Mais tu finis un peu brûlé, mais c'était bon. C'est ça que... d'accord. The Bear. Allez écouter ça, Disney+. Donc, voilà. Très, très bonne série. Andréane, est-ce qu'on se lance? On se lance. Dans Oppenheimer? Ouais. OK. Non, c'est parce que, tu sais, on le sait, c'est quand même un Nolan, c'est quand même un gros film, fait que on sait qu'est-ce que ça l'implique. On se prépare mentalement à aller parler de toute sa structure puis de ce film très particulier. Mm-hmm. Donc, voilà. Fait que t'avais-tu quelque chose là à plugger avant ou on y va? Sachez que c'est la première fois pour moi que je suis intimidée par une critique de film. Donc, ouais, effectivement. Soyez pas trop dur. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui s'annonce comme un gros morceau. Mais on va y parvenir assurément. Puis Nolan, tu sais, c'est tout le temps des films un peu
c'est très, très deep. Tu peux aller dans plusieurs directions pour le faire. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'Oppenheimer, j'ai écouté plusieurs critiques, puis chacune des critiques l'attaque d'un angle différent. Fait que c'est super cool. Je pense qu'on va tous se compléter dans nos critiques, puis ça va juste... Il va être teinté par notre personnalité, puis c'est parfait, par la couleur des inconnus. Fait que j'ai confiance, Andréane. D'accord. On va y arriver. Merci de me rassurer. Ça fait plaisir. Donc, Oppenheimer, sorti tout frais, là, c'est au cinéma en ce moment. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Il est encore, je pense, il y a eu une extension dans ses projections de Salimax, là. Fait que j'ai failli retourner le voir une 3e fois. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu 2 fois en IMAX. Tu l'as vu une fois? J'ai vu une fois. En IMAX? Ou... Non, normal. Je m'excuse. Sors du podcast. Mais je savais pas! Je savais pas! Mais non, pour vrai, c'est une blague. Mais ouais, fait que très bon film en IMAX. Puis là, ben, je voulais commencer avec quelque chose parce qu'il y a vraiment une nouveauté avec Nolan. Nolan, c'est un peu chicané avec sa société de production habituelle parce que depuis ses tout premiers films, il est avec Warner Bros. Puis là, ben récemment, il a décidé de rompre son contrat avec eux parce que il trouvait que le studio, tu sais, il était pas assez compréhensif envers les acteurs, puis il disait que la star HBO, vu qu'il y avait eu comme la pandémie, voulait sortir leur film directement sur la plateforme justement HBO Max, puis tu sais, Nolan, il a toujours été un fervent défenseur des expériences cinématographiques, d'aller les voir au cinéma, donc ça, c'était pas dans sa vision à lui, puis justement, par rapport à comment il traitait les acteurs, il trouvait que ça respectait plus vraiment son code d'éthique, fait qu'il a décidé de se séparer, et là, c'est la première fois qu'on a un film de Nolan qui n'est pas fait par Warner Bros. Donc, la société de production que j'ai vue, je sais pas si c'est un nouveau contrat qu'il va faire à long terme, mais c'est Atlas Entertainment. Fait que, première fois qu'on voit une collaboration avec Nolan, puis évidemment, il y a Syncopy qui est sa société de production à Nolan. Okay. Donc, quand même, tu vois que Nolan, c'est une bonne personne. Tu sais, il prend soin de son casting, il prend soin de ses acteurs, il prend aussi, tu sais, il veut vraiment que ça respecte un certain code d'éthique. Fait que, tu sais, c'est une bonne personne, Nolan. C'est bien. Parce que des fois, on peut se le dire, du monde trop intelligent, trop intense peuvent être dans leur bulle, puis... Un peu déconnecté de la réalité. Exactement. Mais pas du tout. Mais ce qui est le fun aussi avec Nolan, c'est non seulement il prend soin de ses acteurs puis de son équipe, mais par rapport aux spectateurs aussi. Ce qui est le fun avec Nolan, c'est que il considère que le spectateur est intelligent. Ouais. Il ne prend pas pour tu sais, une valise, il prend pas pour un câble. Donc, tu sais, c'est vraiment il considère que le spectateur est intelligent. Puis c'est Robert Downey Jr. justement qui disait ça de Nolan et que c'est quelque chose chez lui qu'il respecte beaucoup. Absolument, ouais. Absolument. Puis c'est, tu sais, Nolan justement, j'avais écouté des interviews sur lui, puis il disait, tu sais, que ses films, il essaie tout le temps de les concevoir pour avoir tout le temps un coup d'avance sur le spectateur, parce qu'il disait, si en tant que spectateur tu devines la twist avant même qu'on te la présente, ben là c'est toi qui as la longueur d'avance, fait que tu perds beaucoup en intérêt. Fait que Nolan, il dit, moi c'est tout le temps construit en fonction de, j'essaie, tu sais, de un peu berner le spectateur pour le tenir en haleine. Puis tu sais, effectivement, c'est des films, tu sais, c'est difficile de prévoir la twist de Nolan. Tu sais, tu t'attends toujours à ce qu'il y ait une twist, mais tu peux pas prévoir quoi, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun, c'est un cinéma très intelligent. Mais ça doit quand même dépendre du type de film qu'il fait. Je veux dire, avec Dunkirk puis Oppenheimer, il y a pas de twist à avoir, il y a pas de... Non, effectivement, mais... C'est historique. Oui, exact. Mais il l'a fait via la timeline. Okay. Parce que, tu sais, Dunkirk, tu suis plusieurs arcs narratifs qui convergent à la fin. Fait que, tu sais, il réussit quand même toujours à faire de quoi de particulier. Okay. Fait que lui, pour vrai, là, genre, si c'était lui qui avait réalisé Barbie, j'aurais même pas eu de crainte. J'aurais fait comme, c'est sûr que ça va être un Barbie insane, là, tu sais, avec genre de la twist, pis ça aurait peut-être été un Barbie un peu trop sérieux, par exemple. Ouais, non, ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment un réalisateur que il a ma confiance, là, aveugle, là. Il sort un film, je me pose même pas de questions, je m'en vais acheter mon billet. Puis tu sais, Nolan, c'est toujours fait aussi en grand spectacle. Fait que tu le sais que tu vas rentrer dans ton argent dans le voir. C'est filmé pour le cinéma, tu sais, c'est filmé toujours pour une grosse écran. On va en reparler de la pellicule qu'il a utilisée ici, mais c'est vraiment fait pour le voir sur le plus gros écran, puis c'est du grand spectacle. Tout à fait. Fait que ça, merci Nolan, c'est très apprécié d'entretenir la santé du cinéma. Ouais. Fait que on y va, durée, Andréane, de 3 heures. C'est le plus long film de Nolan, Andréane. Est-ce que tu le savais, ça? Non, je savais pas. J'ai eu... Là, tu le sais.
j'ai eu plus l'impression que Dunkirk était plus long que Oppenheimer. Effectivement, ouais. Puis effectivement, on va pouvoir même ben tu sais, j'ai l'impression que ici on a un film incroyablement bien rythmé. Ça, on peut pas y enlever ça, là. Les 3 heures, là, passent en 1h30, là. Ça passe excessivement vite. Dunkirk, je suis d'accord que maintenant, on dirait que, tu sens comme, il y a des longueurs, là. Ici, on est vraiment plus dans quelque chose d'excessivement rythmé. Donc, tant mieux. Fait que 3 heures bien pile. Les notes, à Star, c'est quand même un film très bien critiqué. Donc, 8.6 sur 10 sur IMDb et on a 93% sur Rotten Tomatoes. Fait que des très, très bonnes notes. Oui. On a un budget de, sais-tu combien? Non, je sais pas combien. 100 millions. Hi! On peut faire beaucoup de choses avec 100 millions. Tabarouette, oui. Black market, hein. Mais, ouais, c'est... donc, un budget quand même colossal pour un film, un biopic, là. Tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est pas la coutume de voir autant de budget pour un film comme ça. Donc, ça... Là, je vais dire un mot que t'aimes pas, mais je vais le dire quand même. Ça démontre, Andréane, ça démontre que la notoriété de Nolan, puis que tu sais quand il prend un projet entre ses mains, on lui fait confiance, puis on investit beaucoup dans ses projets, puis ben ils ont bien fait parce que au box office, ça date de là 2-3 jours que j'ai fait ma feuille, il était rendu à 650 millions mondial. Wow. Donc c'est excessivement bon, ce qui fait le 7e film le plus rentable de 2023 et le film lié à la Seconde Guerre mondiale le plus rentable de tous les temps. Fait qu'il a même battu Private, le soldat Ryan. Tous les films de guerre, il les a battus. Et c'est le 7e film mon anglais R-rated. Ouais, 18 ans et plus, le plus rentable de tous les temps. Donc, il se catégorise dans le 7e film. Fait qu'il est quand même, c'est pas rien, film, là. Tu sais, puis c'est ça qu'il disait, tu sais, c'est un film d'été, mais qui a quand même bien fonctionné. Habituellement, les films qui sortent l'été, c'est des films un peu plus légers. C'était le Barbie. Exactement, oui, effectivement. Ben, c'est genre un blockbuster plus deep, là. Oui, vraiment. Absolument. Donc, comme quoi, hein, c'est pas parce qu'on le sort l'été que c'est pas nécessairement... non, puis tu sais, Nolan, il a fait vraiment comme, moi, je m'en fous, là. Moi, je le sors l'été, Barbie est là, pas de problème. Moi, je sors ça, là, quand même. Puis c'est ça qui est le fun, parce que là, t'avais beaucoup de monde qui... Tu sais, on voyait ça sur Facebook, là. Beaucoup de monde allait voir, mettons, Barbie puis Oppenheimer. Fait que, tu sais, les 2 films ont été vraiment privilégiés. Puis, mais c'est cool. Ça fait 2 films qui ont marché excessivement bien. Je pense que Barbie, par exemple, il est rendu dans le milliard, là, il me semble. Il a frappé, ou il est pas loin, là, mais il va y arriver. Ouais, c'est un grand succès, là. Tu vois, je savais pas. Et là, tu le sais, Andréane. Je le sais maintenant. Qui réalise ce film-là, Andréane? On n'est pas sûr, là. On l'a-tu dit? Je pense qu'on l'a dit. Donc, réalisé par nul autre que Christopher Nolan. Exactement. En photographie, on a, et je m'excuse, c'est... Kevin, il m'a laissé tous les noms aujourd'hui. Ouais. Donc, en photographie, on a Hoyt van Hoytema. Qui a également travaillé sur Interstellar, Spectre, un film de James Bond. Exact. Dunkirk, Ad Astra, Tenet et Nope. Ensuite, à la musique, on a Ludwig Göransson, qui a également travaillé sur Tenet avec Christopher Nolan. Yes. Au casting, évidemment, celui qui va jouer Robert Oppenheimer, c'est Cillian Murphy, qui a un rôle incroyable et ça fonctionne excessivement bien. Sais. Est-ce que tu l'avais déjà vu ailleurs? Ouais, oui. OK. T'avais-tu vu sa série Peaky Blinders? Non, je l'ai pas vu. OK. Qu'est-ce que t'as vu de Cillian Murphy? T'as-tu vu 28 jours plus tard? Non. T'as pas vu 28 jours? J'ai pas vu 28 jours plus tard. Ben, il jouait dans Dunkirk. T'as vu Dunkirk? Oui, j'ai vu Dunkirk. Fait que tu l'as vu là-dedans, moi. Mais, tu sais, c'est quand on me pose la question, puis que là, je suis pas capable de dire dans quoi d'autre que je l'ai vu, mais pareil. Pour vrai, je l'avais déjà vu. Ouais. Là, c'est un acteur avec une profondeur, là, je sais pas. Mais c'est ses yeux. Oui. Mais on va en parler. On va en parler plus tard. Regarde ça. Dans le rôle de Kitty Oppenheimer, donc, qui va jouer la femme de Robert, donc on a Emily Blunt. Ensuite, on a Matt Damon qui joue le rôle de Leslie Groves. Ouais. J'étais pas sûre quand il est apparu à l'écran. J'ai dit, oh mon Dieu, un autre film avec Matt Damon. Mais finalement... il fait une bonne job. Excellent. Ouais. Excellent dans son rôle, vraiment. Il est solide, puis on a vraiment cette impression que il a envie de puncher tout ce qui bouge. Donc, ouais, solide. Puis tu sais, il tente pas non plus d'en faire
trop. Non, il Il est reste... parfait. Ouais, il a bien compris son personnage. Mais habituellement, Matt Damon comprend bien ses personnages. Au niveau de sa qualité d'acteur, là, il comprend super bien ses personnages, donc j'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment juste le running gag de encore Matt Damon, mais pour vrai, là... Matt Damon! Rien à dire, un super jeu d'acteur. Cool. Dans le rôle de Lewis Strauss, excusez. Ouais. On a Robert Downey Jr. J'ai eu de la difficulté à le reconnaître. Oui! Oh oui! Le maquillage, moi. Ah oui, puis tu sais, on va en reparler plus tard, mais j'ai vraiment trouvé que, tu sais, c'était difficile quand tu vois Robert aujourd'hui, tu penses à Tony Stark, puis là, vraiment, on était capable de le dissocier. Puis c'était vraiment... Tu sais, moi, je pensais plus à Iron Man, là. Ah, non, il a bien fait, son personnage, mais là. Pour lui, il disait que c'était une espèce de reboot de sa carrière d'acteur. Ah, effectivement. C'est cool, ça. Puis ensuite, je continue. Ouais. Dans le rôle de Jean Tatlock, on a Florence Pugh. Ouais. Ensuite, dans le rôle de Ernest Lawrence, c'est Josh Hammett. Ensuite, nous avons Casey Affleck, qui joue le colonel Boris Pash. On a Rami Malek dans le rôle de David L. Hill. Et ensuite, on a Gary Oldman qui joue le président Harry S. Truman. Ça, est-ce que tu l'avais reconnu? Pas du tout. Moi non plus. Quand j'ai vu que c'était Gary Oldman, je l'ai vu après ma première écoute. Puis là, j'ai fait, c'était lui. Fait que quand j'ai réécouté une deuxième fois, j'ai checké. Puis tu vois son regard, là, mais il était excellent. Mais Gary Oldman, il se donne toujours dans ses personnages. Tu sais, il a fait le Comte Dracula. Tu sais, il en a fait tellement des personnages. Puis il était vraiment bien maquillé. Donc, mais oui, mais le maquillage, pour vrai, sur ce film-là, j'ai été très, très impressionnée. Juste avec le personnage, justement, de Lewis Strauss, j'étais comme, ils l'ont tellement vieilli, mais il reste beau, il reste charismatique. C'est pas du tout caricatural, justement, comme maquillage pour vieillir quelqu'un. Ben, même à la toute fin, là, tu vois comme quand Einstein, il raconte un peu de comment ça va se passer après sa carrière, vu qu'il s'est un peu fait utiliser. Tu vois Oppenheimer vraiment plus vieux, puis je pense qu'ils l'ont représenté quand il avait son cancer, parce que les yeux genre tout rouges, puis il a l'air très malade. Hey, c'est bien fait, là. Oui. Ils l'ont vraiment bien réussi, là. Fait qu'effectivement, le niveau maquillage, c'est bien que tu le mentionnes. Ça parle de quoi? Ah oui, c'est vrai, j'avais effectivement. Un petit passage pour toi. Un petit fun fact. Là, on start déjà avec les fun facts. Fait que j'en lance un. Au niveau du casting, juste pour montrer le génie de Nolan. Nolan, il a choisi ses acteurs sans même leur dire qui allait jouer, parce que il se disait que si jamais l'accord était pas finalisé, ben ça pourrait genre spoiler quelque chose. Ou fait que tu sais, il avait proposé l'idée. Mais tu sais, il y en a certains qui savaient pas qu'est-ce qu'elle allait jouer jusqu'à temps d'accepter le contrat. Puis après ça, tu sais, ça disait juste que à peu près n'importe quel acteur d'Hollywood accepte un rôle de Nolan sans même savoir c'est quoi, parce que c'est Nolan, tu sais. Puis dans ce film-là, c'est vraiment impressionnant parce qu'on met beaucoup le casting de l'avant, mais avec raison. Tu vois juste, tu sais, comme Rami Malek, là. Tu sais, il est vraiment très, très secondaire. Très, très, très secondaire. Puis il a gagné un Oscar, là. Tu sais, c'est pas n'importe qui. Fait que c'est presque les très, très, très secondaires, c'est des acteurs que tu connais puis qui sont déjà super réputés. Genre, t'es comme, ben, voyons donc. Mais j'ai vu une explication que j'ai trouvée tout à fait plausible, donc qui m'a vraiment apparu comme faisant beaucoup de sens, en fait, du pourquoi autant d'acteurs connus dans le film. J'ai vu une critique qui disait c'est ça, ils ont juste voulu un peu show off avec des acteurs. J'ai pas compris justement pourquoi Rami Malek avait un aussi petit rôle. C'est juste comme pour rajouter des faces connues, mais en fait non. À cette époque-là, donc c'est vraiment cette espèce de course un peu, mais on est vraiment dans la crème de la crème des scientifiques. Ouais. C'est les meilleurs de leur domaine qui sont là, et pour arriver à donner prestance à ces scientifiques-là, parce qu'à cette époque-là, mais c'est eux les vedettes. Absolument. L'équivalent d'aujourd'hui de, tu sais, tout le monde reconnaît les acteurs, mais à cette époque-là, les scientifiques. Mais justement, pour redonner cette impression-là, ben, ils ont pris des acteurs connus. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau visage, tu fais, oh oui! Mais c'était un peu ça
à cette époque-là, avec cool, ces ça. scientifiques-là, tu sais, de vraiment sentir que c'est les meilleurs de leur domaine, il est allé chercher vraiment les meilleurs scientifiques, puis d'avoir cette espèce de charisme de scientifiques-là, tu sais, c'est vraiment, c'est leur intelligence qui est tellement rayonnante. OK. Donc, pour arriver à recréer ce sentiment-là de « Ah oui, je le connais. Ah, il me dit de quoi? Ah oui, lui. » Ben, ils sont allés avec des acteurs connus. Ah, parce c'est que bien c'est cool. ça qui fonctionne aujourd'hui en 2023. Ouais. L'effet est bien fait, là. Honnêtement, je pense que oui. C'est vraiment parfait, honnêtement. T'as l'impression, effectivement, que tu sais ça, tu connais tout le monde un peu. Exactement. Ça te donne l'effet, tu disais qu'ils voulaient aller chercher. C'est ça. Puis, tu sais, ils ont de la notoriété, ils ont de la prestance. Oui, mais c'est ça. Quand ils prennent la parole, c'est OK, on l'écoute parce que c'est un tel, tu sais. Exact. Donc, puis j'avais même, moi aussi, lu qu'il avait fait ça comme ça parce que, tu sais, Oppenheimer, c'est un film qui repose essentiellement sur des dialogues. Puis, fait qu'il disait plus que t'as des bons acteurs, plus que tous les dialogues vont devenir intéressants parce qu'ils vont être bien actés aussi. Là. Fait que, tu sais, tout ça est effectivement très important pour Oppenheimer. Mais le truc des scientifiques, je savais pas ça. C'est vraiment cool. Il faut que je le réécoute une troisième fois. Merci, André. Oui, il va falloir que je le réécoute aussi. Fait que, qu'est-ce qui se passe là-dedans, André? Ça parle de quoi? Alors... on fait genre le synopsis à comme une demi-heure. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant-général Leslie Groves Jr. nomme le physicien Robert Oppenheimer pour travailler sur le projet ultra-secret Manhattan. Yes. Oppenheimer et une équipe de scientifiques passent des années à développer et à concevoir la bombe atomique. Yes. Voilà. J'ai bien fait ça. Je suis fier de toi, honnêtement. Surtout que c'était ma partie avant. Puis là, je peux reprendre ma feuille. Je l'ai tournée pour toi. C'est super gentil, Andréane. Très gentil. Mais donc, t'as bien fait ça. Puis, effectivement, sans grande surprise, ça parle de guerre. On l'a déjà dit 14 fois. Mais donc, oui, on est ici à la création de la bombe atomique. C'était super intéressant. Honnêtement, tu sais, je suis pas un grand fan d'envie des biopics, là. Tu sais, J'en ai vu quand même quelques-uns, mais on dirait que il y a souvent des longueurs, puis tu sais, c'est comme... Mais je trouve qu'on va au-delà. Oui, c'est ça, exact. Mais c'était tout ça pour dire que quand même, ici, avec Nolan, je faisais confiance, puis je me suis dit, regarde, on va embarquer, ça va être bon. Toi, Andréane, quelles étaient tes attentes envers ce film? J'avais hâte qu'on m'explique un peu justement le projet Manhattan. OK. Ma mère m'en avait parlé parce que elle, quand elle était à l'université... Tu prends beaucoup de place. Ouais, je sais. Okay. Endure. Ma mère, quand elle était à l'université, elle avait un professeur, un physicien, ou un chimiste, je sais plus trop quoi, mais bref, qui avait travaillé lui-même sur le projet Manhattan. Pour vrai? Oui. Qui avait travaillé sur le projet Manhattan en ne sachant pas qu'il travaillait sur le projet Manhattan. OK. Donc, en ne sachant pas qu'il était en train de travailler sur Mais lui, il était pas là-bas. Non, il était pas là-bas, il était ici. Ah, c'est bien cool. Ouais. Donc, donc évidemment, là, il y a des choses qui sont pas dans le film, justement, les personnes qui sont à l'extérieur de Los Alamos. Mais, donc, c'est comme ça un peu que j'en avais entendu parler. Je savais que le projet Manhattan, quand même vraiment nice, c'était la bombe atomique, mais je connaissais pas l'histoire de sa création. Je savais les répercussions. Ouais. Ça, ouais. Mais après ça, la construction, le pourquoi du comment est-ce qu'on est arrivé justement à concevoir cette bombe-là, parce que faut le vouloir. Donc, j'avais cette curiosité-là et évidemment, elle est comblée. Tu comprends bien. Je comprends bien maintenant. Exact. Ouais. OK. Puis, et toi? Moi, honnêtement, c'est ça, j'avais quand même pas tant d'attente. Je pense que j'ai checké le premier teaser trailer qui ont sorti, puis un moment donné, j'ai arrêté parce que là, il était... Moi, j'aime pas ça, là, quand ils sont rendus à mettre vraiment des séquences du film en trailer, puis c'est un 3 minutes, puis c'est une scène, puis j'étais comme, mais non, garde-toi ça pour le film. Puis, fait que c'est ça, fait que j'ai arrêté de checker les trailers. Je me suis lancé, tu sais, je savais que ça allait raconter l'histoire du gars qui a comme créé la bombe atomique. Puis je savais que c'était Nolan. Fait que, tu sais, rendu là, je pense que j'ai voulu descendre mes attentes puis faire juste comme... Regarde, on se lance là-dedans. La seule chose qui me gosse un peu depuis depuis Dunkirk, finalement, parce que Dunkirk a été le dernier film où est-ce que Hans Zimmer faisait les soundtracks de Christopher Nolan. Puis je trouve que ça, c'était un point essentiel des films de Nolan, là, les soundtracks, là, tu sais, tu penses juste à Time, mettons. T'as pas aimé la soundtrack du film? Non, mais c'est ça, là, je te dis que, tu sais, j'avais hâte de retrouver quelque chose, là, dans les soundtracks.
Puis quand j'ai vu Tenet, j'étais excessivement déçu parce que Tenet, il y a aucune soundtrack que tu peux ressortir du film puis les écouter, tu sais. Il y a pas de profondeur. Fait que je me disais, tu sais, un nouveau Nolan, la musique. Ici, là, j'ai été... Fait par la même personne en plus que Tenet. Exact, ouais, exact. Mais ici, j'ai été vraiment très surpris du travail, là, faudrait le nommer. Ludwig Göransson. Ouais, Ludwig, exact. Je trouve qu'ici, c'est vraiment surpassé, puis il a réussi à créer une identité à la soundtrack. Puis c'est ça que j'aime, parce que dans Tenet, l'identité était juste le film, tu sais, sa soundtrack était pas genre une soundtrack que tu pouvais sortir, mais ici vraiment, tu sais, j'ai réécouté les soundtracks après, puis il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans la soundtrack, fait que ça, j'étais excessivement bien content. Mais t'avais-tu lu un peu là, comment justement la musique... Fuck all. Veux-tu que je t'en parle? Vas-y, Andréane, ben oui, puisqu'on est dedans, vas-y. Au niveau de la musique, je sais pas si t'as vu une image au moins de Ludwig Göransson. Oui, Wikipédia, je pense, j'ai checké rapidement. Il est très jeune. Cheveux longs, me semble. Ouais, exactement, mais il a juste 38 ans. Oh, OK. Ouais, wow. Ouais, il est jeune. Wow. La seule directive que Nolan a donnée... lui pis ses directives. J'ai hâte de l'entendre. C'est qu'il voulait que le cœur de la musique de son film, ce soit les violons. C'est la seule chose qu'il a c'est quand même large. Mais c'est que en fait, pourquoi il voulait absolument mettre les violons justement au cœur de cette soundtrack-là? Il disait que les violons, ça arrivait à créer quelque chose, autant que ça peut créer quelque chose qui est magnifique, très beau. Ouais, effectivement. Et ça fait beaucoup, je trouve, Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais c'est les violons. Il disait que ça pouvait également faire quelque chose qui est de l'horreur. Donc vraiment aller vraiment très dans les aigus, quelque chose qui est très angoissant. Donc il trouvait que tu sais utiliser justement cet instrument-là au cœur de toutes les soundtracks du film, c'était parfait. Puis ça arrive justement à créer beaucoup de tension. Puis on utilise beaucoup les violons pour exprimer un peu le dilemme moral qui se passe dans l'esprit des personnages. Wow. Et le film en soi est quelque chose de très expérimental et il voulait que la musique, ça soit un peu la même chose. Donc, Ludwig a créé beaucoup de choses, puis à chaque fois que Nolan lui parlait un petit peu des expérimentations, un petit peu de son film, Ludwig il partait, puis il allait faire quelque chose, puis il ramenait toujours quelque chose de nouveau sur la table, puis... donc, la musique a quelque chose d'expérimental aussi. Oui, mais elle a son identité. Oui, exactement. Ça, j'apprécie. Tout à fait. Ah, ben tu vois, dans ce que tu me racontes là, j'entends l'espèce de petite relation là, qui se développe tranquillement entre Nolan puis Ludwig. Là. Puis, je trouve que c'est ça, que la musique, ça arrive super bien à décrire le dilemme que vivent les personnages, puis ça arrive à faire embarquer l'audience dans les émotions. La musique est essentielle dans ce film-là. Oui, exactement. Ah, mais c'est vraiment un beau fun fact. Tu sais, ça me fait penser, je sais pas si tu le savais, mais Nolan, on est habitué dans ses directives tout le temps super abstrait, dans... la façon qu'il veut ses soundtracks. T'avais-tu déjà entendu parler comment qu'il avait fait faire les soundtracks à Hans Zimmer pour Interstellar? Pas du tout. Pas du tout. Là, c'est Nick qui l'avait emmené, le fun fact. Je veux pas dire n'importe quoi. De ce que je me souviens, il avait juste dit à Hans Zimmer que c'était un film qui parlait d'une relation entre un père et sa fille. C'est tout? Puis il est parti comme ça. Puis je pense qu'il a dit, je veux tel type d'instrument et c'est tout. Okay. Tu sais, Hans Zimmer, il a créé genre Stay, là, la soundtrack, puis mais il savait pas, là, puis elle fait tellement sci-fi sa soundtrack, fait que tu sais, c'est Nolan, tu sais, il est tellement énigmatique comme personne, c'est genre, tu sais, c'est sûr que lui, il t'invite chez eux, puis comme t'as des énigmes à faire pour te rendre, là, tu sais, il donne à peu près une adresse, là, puis là, tu te rends là avec ton papier puis ton petit crayon, puis là, faut que tu réussisses à te rentrer chez eux. La maison de Nolan ou son terrain, ça doit être un petit peu particulier parce que c'est clair. On va en parler, mais ah oui, ok, je savais pas qu'on allait parler de ça. Il y a la Batmobile chez lui. Pour vrai? Oui, il y a la Batmobile chez lui. Oh, c'est tellement nice. Puis son coloc, c'est genre Hans Zimmer. Mais en fait, le gadget, la bombe, la reproduction de la bombe qu'ils ont faite justement pour Oppenheimer, il y a quelqu'un qui a fait c'est dans le fond, t'es dans ton garage à côté de ta Batmobile, il a fait comme elle est pas dans mon garage, mais quelque part. Oh, la chasse au trésor. C'est ça, mais tu veux savoir, là, t'es comme, ok, mais c'est pas dans ton garage. Oh my god, mais oui, c'était sûr qu'il y avait la Batmobile chez eux. Nolan. Je suis un grand fan de Nolan, il est tellement nice. Mais bref, fait que voilà. La soundtrack, pour moi, ça a été un point très important parce que c'était le retour des bonnes soundtracks. Puis, tu sais, le film ouvre avec déjà la soundtrack, l'espèce de conflit, tu sais,
tu ressens par la musique le conflit intérieur de Oppenheimer parce qu'il est comme tellement trop intelligent, puis tu sens tout le temps que c'est comme genre une bombe qui est sur le point d'éclater, là, parce qu'il est juste trop dans sa bulle. Fait que je trouvais que la musique accompagnait vraiment bien ça. C'est définitivement l'un des meilleurs films biographiques que j'ai vu. Ça, c'est pour vrai, si c'est pas le meilleur, il est clairement dans les tops. Là. C'est un film qui est rythmé, l'intrigue est super intéressante, il y a toujours quelque chose. Puis tu sais, même à travers les dialogues, des fois, c'est OK, faut construire la bombe, mais là, faut le faire avant les Allemands, puis après ça, faut le faire avant les Russes, puis là, il y a tout le temps, tu sais, tu sens le stress constant, là. Fait que ça, c'est vraiment très, très bon, puis il a réussi à bien le représenter, justement, l'angoisse que cette équipe-là devait avoir, là, tu sais, c'était un gros stress quand même, parce que si les Allemands réussissaient à trouver ça avant nous autres, on serait sûrement pas là. Tu sais, il l'aurait fait péter, la bombe, c'est sûr, puis c'est ça. Fait que bref, c'était super intéressant. L'image du film est incroyable, j'ai noté, tu l'as nommé, il me semble, la photographie, c'est Hoyt Van, puis je vais m'arrêter là. Je dirais pas... Ouais, exact. Tu l'as mieux dit que moi. Donc ici, c'est tourné avec une pellicule de 65 mm, donc ça rend l'image, c'est riche, c'est gros, c'est beau, je trouvais que la photographie de ce film-là était sublime. Puis tu sais, même le noir et blanc, on va reparler dans mes fun facts, mais tu sais, le noir et blanc de ce film-là est impeccable, là. C'est vraiment très beau. Ça, j'ai trouvé ça super cool. Puis, je finis en disant que merci à Nolan de créer des histoires originales puis d'entretenir le cinéma, comme j'ai dit tantôt. Parce que on voit beaucoup aujourd'hui des films, des suites, des sequels, puis tu sais, mais ici, on a des films originaux. C'est vraiment le fun de voir ça. Ouais, puis ça fait du bien. En l'ayant tourné aussi, justement, avec une pellicule IMAX, mais c'est fait pour le cinéma. Exact. Et avec des détails qu'une caméra numérique est pas capable de capter. Exactement. Donc, on est vraiment dans... et pour lui, c'était aller le voir sur le plus grand écran que vous pouvez avoir autour de vous. Effectivement. Mais là, plus qu'on est dedans, je vais... Mais vas-y, continue avec la pellicule. Ouais, exact. Donc, juste pour ici, on a quand même encore une structure qui est particulière. Les films de Nolan, ça suit jamais une trajectoire définie de l'avance. Là, c'est on virevolte dans les deux sens. Ça se dit virevolte? Vas-y. Ok. Donc, oui, il y a une partie en noir et blanc puis une partie en couleur. Nolan avait expliqué pourquoi il avait fait ça. Donc, la partie en noir et blanc, ça serait le point de vue plus objectif. Donc, ici, on aurait un peu plus le point de vue de Strauss, là, qui serait comme, tu sais, justement, le monde dit c'est pas tant objectif si c'est le point de vue de Strauss, mais bref. Donc, puis en couleur, ça serait plus le point de vue de Oppenheimer. Puis le noir et blanc, c'est encore une fois la notoriété de Nolan. Il y avait jamais eu de pellicule IMAX qui avait filmé du noir et blanc. Donc Nolan a parlé avec Kodak puis Photochem, puis il a demandé de développer une pellicule qui pouvait tourner en noir et blanc puis filmer ça. Wow. Donc il a demandé que ça se crée, ils l'ont créé. Donc c'est, comme je l'ai dit, c'est des caméras avec une pellicule de 65 mm, puis c'est les caméras IMAX, puis le nom, la Panavision, 65 mm aussi, puis c'est les deux meilleurs, en tout cas parmi les meilleures résolutions sur Terre. Là. Wow. Fait que c'est vraiment les meilleures caméras ever, puis le film, ça c'était vraiment drôle, vu qu'il a été tourné en IMAX. Les bobines de fil sont beaucoup plus longues, vu que c'est du gros film, puis il disait que c'est 11 miles... La bobine genre de Oppenheimer, donc ça c'est 17 km. Ah mon Dieu, si on ça pèse 600 livres parce qu'il a été tourné entièrement en IMAX, donc c'était les plus gros films. Wow. C'est intense là, mais tu sais ça paraît dans l'écran, tu sais, c'est beau, c'est la peau, les détails sont tellement, ils ressortent vraiment plus. Fait que tu sais, merci Nolan d'être autant dans le souci du détail que ça, parce que ça te donne une image qui est complètement hallucinante là. Avec le noir et blanc, il était vraiment cool. Là. Tu savais pas ça? Non, je ne savais pas. Ouais, donc ça fait plaisir. Puis plus qu'on est dans la structure, je pense qu'on va commencer, on va continuer là-dedans. J'ai vraiment aimé aussi le fait que le film avait une espèce de... Tu sais, souvent, je pense que dans les 30 premières minutes, tu vois que Oppenheimer, il y a des espèces de visions d'ondes là, qui tournent puis tout ça. Ça, c'était vraiment intéressant parce que, tu sais, tout le long du film, même, t'as des plans des fois que t'as des gouttes qui tombent dans une espèce de petite surface où est-ce que t'as une couche d'eau. Oui. Ça te montre des ondes de choc, là. Mais en fait,
c'est comme deux choses différentes, ces espèces d'explosions, de feu, d'ondes, d'atomes aussi, là. Ouais. C'est quantique, là, comme vision, là. C'est des rêves un peu fiévreux justement de la vision du physicien par rapport à l'atome. Mais, par rapport aux gouttes d'eau, c'est autre chose comme symbolique. On parle vraiment de l'effet, genre... Oui, mais un peu dans le butterfly effect. OK, ouais, exact. De vraiment les répercussions des actions. Exact. Que la bombe... Exactement, des actions que Oppenheimer est en train de faire, ce que ça va créer sur l'humanité, puis après ça, une fois que la bombe, elle est faite, les répercussions que ça a, puis ensuite sur le futur, puis de la manière maintenant dont on va concevoir peut-être la guerre, puis... Effectivement, juste... La prochaine survie de l'humanité, là, tu sais, nos prochains jours vont être influencés par cette création-là, tu sais, ça crée un précédent. Là. À cette heure, on a le moyen de se détruire. Là. Ah oui. Mais il le dit lui-même, il dit maintenant je suis la mort, quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est ça, puis tu sais, moi c'est juste, je faisais le lien entre ces deux éléments-là parce que c'est une façon très technique de Nolan de un peu nous refléter encore une fois les thèmes du film. Tu sais, c'est une façon très artistique, je trouve, de présenter son intrigue. Puis, tu sais, quand je parlais des espèces de justement tu vois les atomes un peu dans la vision paranoïaque là, de Oppenheimer, on dirait que ça c'était plus pour représenter un peu déjà comment que lui perçoit le monde, parce que clairement il le voit différemment que nous. Il le voit tout en matière, puis aussi l'espèce, puis ça c'est un mot je trouve qui est vraiment important pour le personnage d'Oppenheimer, mais l'instabilité du personnage, tu sais, il est très instable en lui-même parce qu'il est tellement intelligent, tu sais. Fait que je trouvais que quand il nous montrait justement des petites scènes genre d'atomes qui tournent puis tu sais ça montrait une instabilité, ça reflétait son personnage puis ça te montrait à quel point il était intelligent aussi là. Fait que c'était super intéressant. Son intelligence, il est tellement intelligent, tellement brillant, mais sa vie personnelle est tellement chaotique. Ouais, c'est dégueulasse là. C'est un personnage, c'est ça, qui est instable. C'est des micro-explosions dans sa vie. Exact. C'est constant, de non-stop. Donc, tout à fait. J'aime beaucoup ta vision de l'instabilité du personnage. C'est ce qui m'avait marqué le plus. Puis, tu sais, juste, je pense quand il va donner, il va donner une conférence sur, je pense, c'était la physique quantique. Puis il la donne, c'était-tu en allemand? En néerlandais. En néerlandais, c'est ça, exact. Puis le monde sont comme, au début, ils riaient de lui, tu sais, l'Américain qui s'en vient nous parler en anglais, puis... Puis t'as l'autre personnage qui est comme, tu sais, moi je suis américain, si jamais vous avez besoin que je vous traduise, n'hésitez pas. Puis il commence en un néerlandais super bon, puis j'ai rien compris. Exact. Puis là, ils sont comme, OK, t'as appris ça quand? Ben, avant de venir, je me suis préparé tranquillement. Là. Mais voyons donc, il est vraiment surdoué. Là. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé excessivement intéressant. Puis on va en revenir souvent à Cillian Murphy, mais il est incroyable dans son personnage. C'était du sur-mesure pour lui. Puis tu sais, c'est la 6e fois qu'il tourne avec Nolan. Et là, pour la première fois, il a son rôle principal. Puis c'est un rôle sur mesure pour lui parce que justement, tu sais, Nolan, il disait que la caméra est souvent zoomée, tu sais, tu suis de proche Oppenheimer. Puis t'as besoin d'avoir un regard profond. Puis Cillian Murphy, son regard, il est tellement expressif là, tu vois tout, puis tu sais il y a des scènes où est-ce que il se touche puis tu vois qu'il est comme en train de devenir fou, puis tu le ressens là. Mais c'est un film de visage. Oui, c'est juste justement le visage de Oppenheimer, il y a le visage de beaucoup de personnages, mais c'est parce que on est vraiment dans l'expression et le personnage va regarder à l'extérieur, parfois il va même regarder la caméra. Tout se passe dans ses yeux et le fait qu'il ait des yeux bleus glaciers, c'est encore mieux. Puis c'est ça, tu sais, il y a pas besoin de te parler, puis tu le comprends. Tu comprends l'émotion qu'il vit, l'instabilité qu'il va vivre. Le dilemme. Exact. Fait que ça, j'ai trouvé vraiment là que Cillian Murphy, c'était le parfait candidat pour remplir ce rôle-là. Puis justement, Cillian, il s'était fait interviewer, puis il s'était fait demander, tu sais, là, enfin, t'as eu ton rôle principal, tu sais, tu devais être content. Puis il dit... Sur le coup, j'étais vraiment content, mais il dit après ça, la pression que t'as, parce que là, t'es comme le rôle principal d'un Nolan, là. Fait que c'est une grosse pression. Puis là, en plus, il allait jouer Oppenheimer, là. Tu sais, c'est pas n'importe qui. Puis juste la diète qu'il a fallu qu'il fasse, puis tu sais, on peut le dire vu qu'on est dedans, mais c'était une amande par jour, je pense, qu'il mangeait. Là. Ah, vraiment? Ah, tu le savais pas? Non, je savais pas. Ça, je l'ai marqué, là, je vais te le dire précisément, mais il me semble que c'était ça. Ouais, exactement, c'était une amande par jour.
Pendant combien de temps? Pendant tout le tournage, donc ça a duré 56 jours, je pense. Ouais. Là, on est plus loin, là, mais... Ouais, ça y a pris 6 mois pour se mettre dans son rôle, puis ça a été une amende par jour tout le long du tournage, qui a duré 57 jours de tournage. Une amende. D'accord. Faut pas que t'ailles trop une grosse fringale. Puis il disait, tu sais, il fumait beaucoup pour se mettre justement dans le... Puis il avait dit, parce que Cillian Murphy, depuis longtemps, il joue des personnages justement qui consomment souvent des substances avec du tabac. Puis il disait que là, Oppenheimer, c'était son dernier rôle où est-ce qu'il se représentait en tant que fumeur, parce qu'il l'a pas dit ouvertement, mais je suis convaincu que, tu sais, Cillian Murphy, il a tellement de prestance que... Puis tu sais, tu check Peaky Blinders, quand il fume... C'est majestueux, là, tu sais, il est intelligent, c'est un homme qui est fort, c'est un homme qui dirige, puis il allume sa cigarette, puis c'est tout le temps, ça y va bien fumer, fait que ça montre un peu aux jeunes que c'est cool fumer, fait que tu sais, je pense qu'il sait qu'en faisant ça, il influence aussi le monde à consommer, fait que là, il avait dit qu'Oppenheimer, il voulait que ça soit son dernier film où est-ce qu'il allait consommer, puis là, il va prendre plus soin de sa santé. Oui, c'est ça, parce que je suis pas sûre que dans le plan de Warner Brothers ou de... Ouais, de Warner Brothers, exact. Je suis pas sûre qu'il y ait la couverture pour le cancer. Non, c'est exactement. Fait que mais tu sais, c'est ça. Il s'est donné pour son personnage, puis ça paraît là, c'est un film qui lui va, c'est du sur-mesure là. Il l'a très 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 bien. Je suis d'accord. Ouais. Fait que puis ben comme je l'ai dit, la course contre la montre, c'est un autre élément dans la structure du film qui est très intéressante parce que c'est vraiment ton rythme, puis le film, tu sais, on l'a dit, mais c'est excessivement bien rythmé là, tu sais, juste tous les dialogues t'amènent vraiment au niveau supérieur, tu sais, il y a rien qui fait du surplace là. Dès que t'as un dialogue, tu le sais que ce dialogue-là va t'amener à la phase suivante, la phase suivante va t'amener à l'autre phase, puis tu sais, c'est rythmé, ça lâche pas là. Fait que tu sais, du moment, je te dirais que comme le 2/3 du film, là, jusqu'à temps qu'ils fassent l'essai Trinity. Après ça, bon là on a le procès, puis là je trouve peut-être qu'on redescend un petit peu, mais la tension du début jusqu'à l'essai Trinity là, c'est incroyable là. Mais j'ai apprécié en tant que je veux dire, moi je suis pas une scientifique ou quoi que ce soit. Ah non? Non. OK. Je pense que c'est Andréane. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on avait droit à la pensée des personnages, mais pardon, je l'ai pas en français, mais en anglais c'est the train of thoughts. OK, ouais. Justement, je saurais pas comment le dire, ouais. Mais bref, merci. Et de toutes ces explications, puis après ça, on a les gribouillages, les calculs qu'on va faire sur les tableaux noirs à la craie, mais c'est toujours bien expliqué, qu'on arrive à comprendre. Absolument. C'est hyper bien vulgarisé, quelque chose qui est tellement compliqué. Ça, t'as raison. Je me mets une petite... Continue. Pour porter attention pour ta troisième écoute. Mais... donc, mais j'ai aimé que dans l'écriture, justement, de Nolan, il ait pensé à ces spectateurs qui ne sont pas chimistes ou physiciens. Exact. Et puis ça, c'est... Là, faut que j'embarque, parce que je vais perdre l'idée, mais est-ce que t'as vu Tenet? Oui. T'as vu Tenet? Est-ce que t'as un bon souvenir de Tenet? Correct, OK, parce que ça, c'est un aspect que je me rappelle, je l'ai vu, je pense, 4-5 fois, Tenet, puis les dialogues de Tenet, là, je comprenais fuck all. Je me rappelle, il y a une scène où est-ce que Rob Pat, il est en train d'expliquer... Rob Pat, c'est mon chum, mon grand chum, lui, le vampire. Rob Pat. Mais, puis moi et Nick, on name drop à chaque épisode. Fait que, je l'ai faite, Nick. Je l'ai faite. Mais c'est ça, fait que Rob Pat, il est en train d'expliquer son plan, tu sais, de faire écraser le Boeing dans l'édifice. Puis là, la caméra tourne alentour des trois qui parlent. Puis t'as juste les dialogues entre eux avec l'esthétique de musique trop psychédélique, là. Quand j'ai acheté le Blu-ray, cette scène-là, je me rappelais qu'au cinéma, je l'avais vu 2 fois au cinéma, je comprenais fuck all. Puis là, j'ai comme reculé. Puis là, j'écoutais, puis j'étais... C'est bien compliqué. Les dialogues de Tenet étaient vraiment très compliqués. Puis Nolan, c'était ça que je reprochais pour Tenet. C'est que, tu sais, dans l'écriture, souvent, il écrivait ses films avec son frère, Jonathan Nolan. Puis Jonathan Nolan, lui, était plus... Tu comprenais mieux son écriture. Tu sais, Interstellar est un grand chef-d'œuvre parce que, justement, Jonathan Nolan écrivait aussi dessus. Puis côté dialogue, développement de personnages, c'est vraiment Jonathan Nolan qui réussissait à emmener plus une profondeur. Puis dans Tenet, ben justement, il était seul. Fait que, puis c'était vraiment quelque chose que je trouvais qui manquait, tu sais, une accessibilité. Puis effectivement, dans Oppenheimer, qui a le profil parfait pour que ça soit ultra compliqué, tu réussis à comprendre. Ouais.
Ouais. Tu sais, quand je pense que c'est sa femme, Kitty, qui demande dans la soirée quand ils se rencontrent, tu peux-tu m'expliquer ce qui est la physique quantique, tu sais, qui est comme l'affaire la plus compliquée au monde à comprendre, puis il est juste comme, OK, mais tu sais, comme, on est tous des espèces d'atomes qui se touchent, mais c'est tout de l'espace vide entre, puis tu réussis quand même à comprendre, fait que c'est bien. Merci, Nolan! Merci! Même quand les scientifiques se parlent entre eux, ça pourrait devenir vraiment une espèce de jargon scientifique où on comprend absolument rien si on n'en fait pas partie. Mais même là, les personnages se répondent, mais de manière très simple. Oui. Et t'arrives à comprendre où ils veulent en venir, puis les déductions qu'ils font, puis t'arrives à comprendre avec eux, puis t'es content avec eux de où on est rendu. On est comme, yeah, j'ai compris! Puis ça, ouais, exact. Puis là, t'es suis vraiment bien. Parce que sinon, ce serait facile de faire comme « Hey, j'ai rien compris ». Puis là, t'as les deux personnages qui sont comme super excités à l'écran, puis toi, t'es comme « Je comprends rien ». Mais non. Mais ce n'est pas ça qui arrive. On comprend, on arrive à suivre. C'est assez simple. Ça, c'est vraiment cool. Puis, by the way, je balance un autre fun fact. C'est comme ça, toi. Ouais. Je sais pas si tu savais, mais beaucoup des figurants du film étaient des vrais scientifiques. Ah ouais, non, je savais pas. Fun fact. Ah. Yes. Fait que ça aussi, c'est cool. Puis il disait même qu'entre les tournages, justement, Nolan, il avait choisi ça justement pour garder l'esprit scientifique. Puis t'avais, entre certaines scènes, ben les scientifiques qui se parlaient de la science, puis tu sais, se mettaient dans le mode du film, puis tu sais, ils reproduisaient un peu des espèces de sujets qui touchaient la bombe atomique. Puis les acteurs, fait qu'ils étaient constamment entourés de justement de cet environnement-là. Fait que c'était très reproductif. Réel. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, fun fact, c'est super intéressant. Encore Nolan, tu sais, qui a genre appelé des scientifiques, comme venez-vous-en, là. Comme si c'est Nolan qui te demande. Ouais, tu y vas, là, tu sais. Fait que vraiment intéressant. Puis, bon, c'est ça, fait que je l'ai dit tantôt, le film, la technicalité du film est vraiment très intéressante aussi parce qu'on a un autre Nolan, un film signé Nolan avec du détail, puis du souci de détail, puis de la reproduction. Dans ce film-là, il y a pas de CGI, là. C'est que des vrais effets que tu vois, là. Exactement. Puis ça aussi qui est quand même, puis il y avait un running gang sur Internet que j'ai vu que je trouvais vraiment drôle. Le monde était comme, ouais, vu que c'est un film de Nolan qui fait jamais de CGI, vas-tu vraiment faire péter une bombe, genre, pour son film? Puis là, t'es comme, ben non, il fera pas ça. Mais il a quand même trouvé une façon de le faire. Puis que ça a l'air d'être une vraie bombe. Ouais, mais cette scène-là est incroyable. Je me rappelle, par exemple, justement, par rapport à ça, il était comme... Je trouve ça un peu inquiétant que les gens aient pu penser une minute que j'avais pu faire exploser réellement une bombe atomique dans 2 ans. Il dit, ça fait un peu peur. Ouais, c'est clair. Mais, ouais, c'est vrai. Mais ouais, puis c'est ça. Fait que bref, il a vraiment voulu reproduire le projet Manhattan que tu connaissais quasiment personnellement. C'est vraiment un beau fun fact, ça. Je m'attendais pas à ça. Mais ouais, fait que Nolan, il a voulu tourner, je sais pas si vous le savez, il a voulu tourner à l'endroit d'origine. Ouais. Mais compte tenu que l'emplacement s'est modernisé avec le temps, puis il y avait, je pense qu'ils ont installé un Starbucks. Puis il disait que pour, mettons, s'il voulait tourner ces scènes là-bas pour faire enlever numériquement le Starbucks, ça allait coûter trop cher. Donc il a finalement décidé de construire la ville à Ghost Ranch, qui est une ville, un genre de refuge de 8500 mètres carrés dans le nord du Nouveau-Mexique. Puis c'était pas très loin. Non, c'est la même chaîne de montagnes. C'est ça, exact. Puis même que côté extérieur, c'est là que ça se passe, mais la plupart des plans qu'on voit à l'intérieur des petites maisons, ça a été tourné à l'intérieur des maisons qui étaient encore construites là-bas, dont toutes les scènes, je pense, de la famille avec Oppenheimer puis sa femme ont été tournées véritablement dans la maison. Ouais. Exact. Je l'avais, ça aussi, comme information. C'est cool, ça, pour vrai. Fait que, tu sais, c'est le souci du détail, là. Oui. Moi, c'est ça que je trouve fascinant. C'est ça qui est le fun, c'est que ce village-là a été reconstruit, mais en 360. C'est pas juste des maisons façades ou des maisons, par exemple... oui, comme dans The Last of Us, exactement, je t'en avais parlé. Oui. C'était des maisons en 3 côtés, Ouais. mais l'arrière était vide. Ouais. Mais là, c'est tout reproduit au complet. Donc, les acteurs, quand ils se promènent, il y avait vraiment l'impression d'être là. Ouais. Ça avait justement ce sentiment très réel. Ils ont aussi tourné à l'université de Princeton, donc réellement, donc les 5 qui sont à l'université, donc ils ont vraiment tourné là-bas. OK. Est-ce que tu sais, genre, s'il a tourné dans la classe où est-ce que Oppenheimer a enseigné? Ça, je le sais pas. Sûrement, si c'est à la même place, c'est sûr qu'ils ont... C'est cool pour vrai. Mais ça a dû quand même être rénové depuis. Mais probablement, mais tu sais, comme des sections. Ouais. Ah, c'est vraiment nice. Je sais pas si tout a été tourné, donc toutes les scènes qui étaient à Princeton ont été vraiment tournées à Princeton, mais je sais qu'ils ont réussi à tourner quelques scènes là-bas.
sais, encore une fois, Nolan, je le remercie pour ça. Puis tu sais, même au niveau du casting, c'est plus facile de s'immerser dans ton personnage, dans ton univers quand t'es autant authentique à ce point-là. Tu sais, t'as pas comme, je sais que c'est pas du tout la même chose là, mais les Marvel où est-ce que c'est juste des green screen partout. Puis tu sais, c'est difficile de faire une bonne job parce qu'il y a rien de tangible, de concret. Exactement. Ici, on est vraiment dans l'immersion, puis Nolan, il est toujours le plus authentique possible. C'est quelque chose qu'il faut apprécier, ça. Parce que, il y a rien qui a l'air plus vrai que le vrai. Donc, sage parole, Andréane. Tu devrais être philosophe. Des fois, tu me sors des affaires, là. Tu sais, ce qui arrive. Ouais. Plus qu'il neige, plus qu'il y a de la neige. Puis la pluie est mouillée. Ah oui. Merci, Andréane. Mais t'as raison. Effectivement, la pluie est mouillée. Mais ouais, non, fait que ouais, merci Nolan de faire ça. Puis parlant de reproduction, d'authenticité, je pense qu'on va se lancer dans l'essai Trinity, qui était comme le cœur de ce film-là. Puis je le lance, by the way, la tension avant, tu sais, quand il y a le compte à rebours, là. Holy shit. Comment tu te sentais? Très stressée, ouais, hein? vraiment, très anxieuse je ne savais pas si ça allait bien se passer. Ouais. Et Nolan disait justement que quelque chose de cette histoire qui l'avait particulièrement intéressé justement pour faire le film, c'était ce moment où il y avait peut-être cette mince possibilité à ce qu'ils mettent le feu à l'atmosphère et qu'ils détruisent le monde. Et qu'ils l'ont quand même fait. Donc, c'est vraiment... c'est classique. On le voit dans tous les trailers de Oppenheimer. Donc, vous êtes en train de me dire que si on appuie sur ce bouton-là, il y a une chance qu'on détruise le monde. Ouais. Oui, mais proche de zéro. Proche de zéro. Mais tu sais, qu'est-ce que vous voulez de juste la théorie? Exact. Zéro, ça serait bien. Exact. Cette scène-là était vraiment nice parce que justement, t'avais comme l'autre qui était genre, ah non, mais c'est proche de zéro, ça arrivera pas, là. Mais là, t'es comme, mais tu sais, c'est pas, on parle pas d'un surplus d'eau, tu sais, d'un petit dégât qu'on a une probabilité que ça arrive. Là, c'est genre, la fin du monde, là. Oui, c'est ça. Puis là, t'es pas à zéro. T'es presque à zéro, mais t'es pas à zéro. Là. T'es comme, est-ce que mais non, l'autre, il est super confiant. C'est presque zéro. Ça arrivera pas. T'es genre, mais ça peut quand même arriver, tu sais. C'est pas rassurant. Ouais. Mais surtout, c'est là où on voit, là et pendant le procès, justement, de Oppenheimer, dans les scènes où elles sont plus en noir et blanc, qu'on voit cette différence entre militaire et scientifique et théorique. Oui, le clash, là. Ouais. C'est... Les militaires cherchent une réponse tranchée, noir ou blanc. Mais c'est jamais noir ou blanc. Exactement, la théorie scientifique, c'est pas noir ou blanc. Surtout scientifique, c'est circulaire, c'est des peut-être, c'est voici toutes les possibilités, voici les prédictions, mais je peux pas vous donner une réponse précise parce que la théorie, ça a ses limites. Exact. Mais Oppenheimer donne tu sais, c'est vraiment, c'est des balles courbes qu'il lance et pour un militaire, c'est pas satisfaisant. Ouais. Donc, mais c'est ça aussi, c'est qu'un moment donné, tu sais, c'est pas comme dans l'armée où est-ce que tout est noir ou blanc, justement. C'est ça. Carré. La vie, c'est pas ça. Tu sais, tu peux pas être formaté dans ce sens-là. Fait que c'est un excellent point que t'amènes, le clash entre les deux mondes, que j'avais pas vraiment porté attention, puis c'est vrai que c'est super intéressant. Ouais. Tu sais, mais tu sais, on le voit pourquoi ça les satisfaisait jamais, tu sais, pendant justement le procès, les réponses, c'était comme trop courbes, puis c'est comme, exact. Donc, vous êtes un ennemi. Ouais. C'est exact. Comme, non, c'est pas ça que j'ai dit. Ouais, absolument. Puis, mais c'est ça. Fait que ça reste que, tu sais, à ce moment-là, tout le monde était comme vraiment dans l'attention. Tu sais, l'essai Trinity, t'avais le militaire, justement, qui était là. Tout le monde était hyper stressé. Puis en plus que t'avais genre l'orage qui s'est déchaîné. Puis là, il était comme, OK, on peut pas faire le test là. Puis t'avais l'autre scientifique qui était comme, on peut le faire, on va réussir. Puis là, Oppenheimer, il disait, mais tu sais, comment tu sais que ça va marcher même avec la pluie et l'intempérie? Puis il est comme, je peux pas te le prouver, mais je le sens, ça va marcher. Puis il était comme, ouais, non, mais ça prend plus que ça, là, tu sais. Puis je te le dis, tu sais, là, il était genre, je parie, je pense c'est 10$, tu me donnes 10$ si ça marche, puis si ça marche pas, c'est 1 an ou 2 ans de salaire, un enfant le même. Là, t'es genre, holy shit, tu sais, c'est ça aussi la science, c'est qu'à un moment donné, ça devient intuitif. Tu sais, tu comprends des concepts un peu comme la façon que Oppenheimer, il comprenait la physique quantique, c'était une façon un peu intuitive.
Fait que, tu sais, je trouvais ça quand même intéressant qu'il amène ce point de vue-là parce que on dirait qu'un moment donné, tu sais, oui, il y a les formules, tout ça, mais tu sais, pour comprendre ça, faut quasiment que tu le vives, tu sais, que ça soit rendu intuitif, que tu le fasses normalement parce que c'est tellement complexe, tu sais. Fait que c'était super intéressant de voir que, justement, les scientifiques, tu sais, ils finissaient par l'adopter de façon intuitive. C'est bien. Donc voilà, puis comme on l'a dit, l'essai Trinity a aucun CGI. Fait que ça c'était vraiment la scène que j'attendais le plus parce qu'on dirait que la promotion du film était surtout tournée alentour de il y a une bombe atomique qui va exploser. Fait que j'avais hâte vraiment à cette scène-là. Toi, est-ce que t'étais hypé puis là t'avais hâte qu'elle arrive là? Oui, vraiment. Mais moi, tu sais, dans ma tête, ce qu'on allait surtout voir, c'était pas le test Trinity, c'était le largage sur Hiroshima et Nagasaki. Je pensais qu'elles allaient être dans le film, mais pas du tout. Ouais, donc. Puis il y a une raison aussi pour ça. Oui, il y a une raison, il y a une très bonne raison. Ben vas-y. Donc, oui. Pour expliquer le pourquoi Nolan n'a pas montré le bombardement de Hiroshima et Nagasaki, il y a une citation de François Truffaut qui a déjà écrit les films de guerre, même les films pacifiques, même les meilleurs qui veulent ou qui ne veulent pas justement glorifier la guerre, lui rendent quand même hommage, donc en font quand même une sorte de glorification malgré tout. Donc c'est pourquoi Nolan a refusé de montrer le bombardement de Nagasaki et de Hiroshima, parce que pour lui c'est pas un film de guerre qu'il est en train de faire, c'est pas un film de glorification de la guerre, pas du tout, donc c'est pas surtout l'aspect glorification, je pense que ça c'est vraiment le mot le plus important. Oui, exactement. Puis j'avais lu aussi justement qu'il voulait pas rêver aussi le traumatisme que ça a créé pour tu sais tout le monde en fait là, parce que tu sais même ceux qui ont reçu la bombe ça a été traumatisant, mais tu sais je pense pas que c'était tous les citoyens américains et même le restant du monde qui approuvaient ça. Là. Non, ça fait encore débat aujourd'hui au sein des Américains, puis même du monde. Là. Il y en a qui disent oui, mais si ça avait été les Allemands ou les Russes qui avaient lancé la bombe atomique, les Américains auraient dit que c'est un crime de guerre. Donc, définitivement, définitivement. Dépend, effectivement, mais tu sais, c'est toujours plus facile pour celui qui la lance qui la reçoit. Là. Ben, c'est surtout écrit par les gagnants. Oui, mais c'est ça, exact. Bref, c'était vraiment... Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant qu'ils fassent ça comme ça, et surtout... ce que je m'attendais pas, c'était pour moi l'essai Trinity allait conclure le film ou pas loin de la... Moi je m'attendais vraiment à ce que ça soit la fin. Fait que quand l'essai est arrivé, j'ai fait comme il me semble ça fait pas 3 heures, mais j'étais comme OK. J'ai vraiment apprécié le fait qu'on ait un gros moment après l'essai Trinity. Puis tu sais, je pense que l'essai Trinity arrive à la moitié du film ou petite affaire un peu plus que la moitié, mais t'as vraiment une bonne partie après ça sur les impacts psychologiques chez chacun des personnages, puis surtout Oppenheimer, tu sais, personnellement, comment il s'est senti, comment que la bombe a été reçue dans la, justement, dans la citoyenneté des Américains. Fait que j'ai trouvé ça vraiment très pertinent d'y aller plus avec les retombées psychologiques de ça. Fait que quelque chose de très intéressant. Mais là, on peut parler de comment que l'essai Trinity a été construit, parce que ça, au point de vue cinématographique, c'est quand même très impressionnant à savoir comment ça a été construit. Est-ce que tu avais fait un peu de recherche? Ouais, j'ai fait un peu de recherche. OK, fait que tu sais sûrement pas mal ce que je vais dire. Mais donc, au niveau de la perspective, donc là, c'est un peu la grandeur nature, comment que la bombe, elle éclate, tout ça. C'est une question de... C'est Scott R. Fisher, le superviseur des effets spéciaux, by the way, qui a été oscarisé pour Tenet et Interstellar. Il a précisé qu'il y avait eu recours à la technique de la perspective forcée qui permet justement de simuler là, des différences tailles entre les objets et les personnes qui interviennent dans une même scène pour donner l'effet de grandeur justement. Fait que ça, c'est un élément que je trouvais super le fun. Puis juste le flash, là, parce que c'est pas juste une lumière qu'ils ont faite. Le flash en lui-même a été réalisé avec un mélange d'essence et de propane, dont l'association des deux permet un aspect pyrotechnique massif. Puis ils disent que c'est associé à de la poudre d'aluminium et du magnésium. Puis ça fait naître justement l'espèce de gros flash aveuglant typique d'un engin comme atomique, là. Fait que c'est tellement créatif, là. T'avais-tu quelque chose à rajouter parmi ça? Ou... Au niveau de la bombe, il y a un moment où on a cette espèce de boule de feu, mais on a une espèce de protubérance un peu plus claire, qui est comme une espèce de conique qui semble
aller plus rapidement que cette espèce de courbe Oui, effectivement, de feu, oui. mais qu'en fait, c'est par rapport au câble dans la tour où la bombe elle a explosé. Le feu est en train de brûler les câbles, donc c'est pour ça qu'il va plus rapidement. Puis on a vraiment cette image-là. C'est cool. OK. Donc, ouais. je pense qu'ils la mettent au début OK. avec cette espèce de flash de bombe, d'atome, puis on a peut-être cette image-là. Ah, je l'ai vue juste une fois, je ne me rappelle pas elle est où, mais on la voit, puis il y a vraiment un nom en plus pour ça, c'est comme rope fire, quelque chose comme ça. Puis c'est par rapport justement à ce câble-là de la tour qui est en train de brûler plus rapidement. Wow. Wow. Donc, c'est vraiment le nice. souci du détail, puis même dans le feu, comment est-ce que le feu va réagir, puis si elle est lancée à telle altitude, mais elle devrait ressembler à ça, puis après ça, il devrait y avoir ça par rapport à la Terre, puis ici, c'est censé être un peu plus pâle, puis c'était super bien documenté. Mais il l'avait dit en plus, Nolan, qui avait demandé à son équipe artistique là, de trouver une façon justement de pouvoir donner l'effet de la bombe atomique, puis tu sais, c'est vraiment créatif, là, c'est comme vas-y, crée-moi à peu près ça, trouve une façon de le faire. Fait que là tu photographies plusieurs images, t'es mènes par-dessus l'autre, puis là, ça finit par créer ton effet. Mais c'est le fun, puis en même temps je me dis, tu sais, pour l'équipe artistique, ça doit être super intéressant de travailler de cette façon-là parce que t'es libre à ta créativité. Là. Mais c'est un laboratoire, ils ont construit un laboratoire pour ça. C'est fun. Exact, c'est clair que ça doit être le fun. Donc tu sais, c'était une scène vraiment intense, mais la première fois que je l'ai vu, elle m'a laissé sur la fin. Okay. Tu sais, je m'attendais à vraiment que ça pète, là. Mais tu sais, c'est tellement silencieux. Je pense qu'ils sont à genre 15 km, là. Ils sont super loin. Tu vois la bombe, puis tu vois le flash aveuglant. Puis tu vois la montée du feu. Ouais, c'est ça. Mais c'est silencieux. T'entends rien. Puis là, je me suis dit, OK, mais c'est peut-être justement un côté qui voulait montrer de comme... des fois, le danger peut être discret, tu sais, une façon dans le silence d'avoir une espèce de catastrophe, tu sais, que c'est pas nécessairement toujours mis de l'avant, puis ça pète, puis non, ça peut être discret, mais c'est là, puis c'est terrifiant, tu sais. Fait que la deuxième fois que je l'ai vu, tu sais, je savais à quoi m'attendre, puis on dirait que c'était un petit peu mieux, là. Okay. Tu sais, j'étais moins déçu, mais je m'attendais quand même à ce que ça soit plus imposant comme explosion. Okay. Toi, comment tu l'as vécu? Ah oui, mais je l'attendais, cette espèce de gros... Oui, c'est ça. Tu sais, la wave de vent, là, après, là, c'est... Mais non, elle était pas là, puis j'étais comme assez... Ouais, c'était super silencieux, puis là, tout le monde regarde ça, puis là, ils sont tous fascinés, puis là, j'étais genre... C'est tout? C'est ça? Ah, OK! T'sais. Mais non, par après, ça a mieux passé, mais je dois dire quand même que c'est un élément qui m'avait déçu. T'sais, en plus, c'était tourné en IMAX, fait que j'étais comme, hey, ça va péter, là. Je m'attendais à de quoi, là. Mais non, pas pantoute. Fait que, mais tu sais, c'est peut-être plus réaliste aussi dans la façon que ça se fait. Puis tu sais, t'avais quand même la wave de vent après ça, que tu disais, hey, c'est de la puissance que ça a, cette bombe-là. Tu sais, ça a été créé par une équipe. Tu sais, c'est tellement fascinant la façon qu'ils ont pu créer une arme aussi destructive que ça. Fait que voilà. T'avais-tu d'autres choses à dire sur l'essai Trinity? Oui, mais sur la fabrication même de la bombe. Ah oui, ok, vas-y. Nolan leur avait demandé de faire justement cette bombe-là, puis en fait, l'équipe technique a fait, qu'est-ce que tu as besoin de voir, en fait, de la bombe? Puis Nolan leur a dit, on va voir la bombe comme ça sur tel plan. Puis finalement, ils l'ont pas écouté, ils l'ont juste fait au complet. Non. Et, OK. Fun fact sur cette bombe-là, qui les recrée, là, ils se sont vraiment basés sur des images, des films, donc, du vrai essai Trinity, sauf que les images, surtout sur lesquelles ils se sont basés, c'est des images en noir et blanc. Ouais, ben oui. Et c'est pour ça que, je sais pas si tu te rappelles, mais du montage de la bombe, de cette espèce de noyau, je sais plus si pour Trinity c'était au plutonium ou à l'uranium, mais bref, ce noyau très gris, avec ces morceaux gris foncé qu'ils viennent assembler un peu comme un casse-tête, sauf qu'ils se sont basés sur des images en noir et blanc. Ah, OK. Et la vraie bombe était couleur pêche. Pour vrai? Oui. Ah, ouais. C'est tellement moins menaçant. Que gris noir. Ouais. Wow. Mais ouais, donc il y a des scientifiques qui ont travaillé sur justement cette partie-là, puis qui étaient comme, elle était plus couleur pêche que grise. Ouais. Donc ouais. Ton meilleur fun fact, ça, je pense. Ah, pour vrai, mon Dieu. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Plus que tu connais personnellement le projet Manhattan. Mais... Wow!
Mais ouais, c'est vraiment nice. Fait que couleur pêche. Ouais. Hey, c'est tellement moins menaçant. Oui. Tu sais, moi, on me dirait, on va te lâcher une bombe, tu sais, puis là, il m'envoie une photo, je ferais c'est une pêche, tu sais, c'est aucunement menaçant. Mais la manière qu'ils avaient appelé les bombes aussi, qui ont largué en Fat Boy. Puis, Ouais. Wouhou! Ouais, puis tu sais, on peut en reparler parce que tu m'as fait un flash, là, mais comme juste la façon aussi que ça s'est décidé, là, sur qui qu'on va les lâcher, ces bombes-là, là. Hey, c'est tellement... Quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, c'est aucunement éthique. Mais tu sais, tu peux pas, je pense, prendre une décision comme ça d'une façon éthique parce que tu vas tuer beaucoup de monde, peu importe. Mais la façon nonchalante qui décidait d'un point de doigt, c'est comme, OK, on va mettre ça là. Puis tu sais, l'espèce de président, justement, qui est comme, on voulait faire ça dans telle ville, mais non, on va la préserver parce que on l'aime. Puis tu sais, on était là en vacances. Avec nous, ma femme, on est allé là en vacances. Puis on aimerait ça, tu sais, y retourner. Ça, fait que non, nous, on apprécie. Fait que pas celle-là, mais tu sais, j'étais genre... Oui, c'est comme ça qu'on a sauvé Kyoto. Wow! Ouais. exact. C'est ça. Mais... Est-ce que t'as déjà été? Oui. Ah, pour vrai? Oui, j'ai été à Kyoto. C'est comment? C'est magnifique. Oh. C'est magnifique. Et j'ai été à Hiroshima aussi. Wow, puis, OK. Est-ce que tu ressens encore le drame? Oui. Oui. J'étais allée brailler dans les toilettes à Hiroshima. Non. Wow, dans une toilette radioactive. Là. C'est ça. Excuse, une blague de mauvais goût. Non. Mais c'est... Mais oui, mais wow. en plus, puis, tu dois voir encore le je sais pas. Non. OK. Il y a beaucoup de... il y a encore quelques bâtiments qui ont été préservés parce que, au Japon, c'est des bâtiments qui sont construits pour résister à des tremblements de terre. Il y en a beaucoup. Donc, c'est des bâtiments qui sont très résistants. Aussi. Donc, au point où ça a été lancé, les bâtiments, il y en a plus. Ça a été complètement rasé. Puis, le bâtiment le plus près qui a survécu, celui-là, il est gardé tel quel. OK. Donc, vraiment en ruine. Tu peux aller le voir, là. T'as été? Oui, j'ai été. Oh. C'est très triste, mais ce qui est le plus triste, c'est que, en fait, Hiroshima, comme Kyoto, c'était des capitales historiques. C'était, c'était une ville qui était hyper importante culturellement. C'était le berceau, en tout cas, de très artistique. Donc, c'était le berceau pas d'une faction, mais bref, d'une époque. Donc, c'était Kyoto puis Hiroshima, c'était des villes qui étaient catégorie AA. Vraiment, donc, hyper importantes culturellement pour les Japonais. C'est triste. Hein? Donc, mais ce qui a fait la différence, c'est j'ai été avec ma femme. Attends, répète ça. Oui, j'ai été avec ma femme, là, j'étais comme, attends, tu m'annonces-tu là que t'es lesbienne? Je comprends pas. Non. OK. Mais en plus, à Hiroshima, donc, j'ai été aussi, tu sais, ils ont un musée, là, justement, un mémorial, puis tout. Et on en apprend vraiment beaucoup, justement, sur les répercussions, puis sur l'histoire de la bombe là-bas. Puis, il y a des choses qui sont pas dites dans le film, il y a des choses qui sont abordé, par exemple, dans le film, il insiste beaucoup sur « mais c'est comme ça qu'on va mettre fin à la guerre du Pacifique, c'est comme ça qu'il faut arriver à faire plier les Japonais. » Puis, en une petite phrase, à la fin du film, il rectifie ça. Il dit mais le pire, c'est que j'ai appris que avant de lancer les bombes atomiques, les Japonais allaient capituler. » Et c'est vrai que les Japonais allaient capituler, mais ils devaient quand même larguer les bombes atomiques pour justifier le prix et tout l'investissement qui avait été mis dans les bombes atomiques. Puis, il avait fait pleuvoir justement excusez, j'ai pas le mot, des pamphlets, des dépliants le 8. Donc, sur Hiroshima, c'était le 6 septembre. Le 8, ils ont fait pleuvoir justement plein de dépliants partout au Japon. Voyez... si vous voulez pas que ce qui est arrivé à Hiroshima se reproduise, vous devez faire signer une pétition à votre empereur pour justement avoir la paix, pour reconstruire un meilleur Japon en paix et meilleur et blablabla. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont une deuxième bombe. Celle-là, elle est au plutonium. Sur Hiroshima, c'était à l'uranium. Là, après ça, ils en ont une au plutonium. Puis là, après ça, ils sont comme, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas ne pas la larguer. Ouais, mais les Japonais vont encore plus capituler. Là, c'est vraiment, c'est fini, là. C'est over. Ouais, mais les Japonais vont capituler. Ils allaient déjà capituler de toute façon avant la première. Bon, on va quand même la lancer. C'est horrible. C'est ça. Puis, même sur Hiroshima, il était censé la lancer
dans un endroit où il y avait comme moins de civils, Ouais. parce qu'ils ont quand même décidé de le faire le matin, c'est-à-dire le moment où les civils sont tous à l'extérieur. Et c'était calculé, c'est voulu pour ça, pour vraiment faire le plus de victimes possible. Absolument. Et ils ont mal calculé. Et finalement, ils l'ont lancé sur un hôpital. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Oh. Donc, c'est vraiment, il y a tellement de choses, tu sais, évidemment, mais c'est pas dit, mais c'est, dans le film, c'est murmuré à la fin du, hey, c'est pas vrai que les Japonais allaient pas capituler avant qu'on largue les bombes. Mais, fallait voir la différence aussi entre les deux, entre celle à l'uranium et celle au plutonium. Donc, il fallait lancer les deux. Ben oui. Il fallait. Ben oui. Ben oui. Ben ouais, tu sais. Puis, c'est épouvantable pour vrai. Exactement. Puis, ce qui est pas raconté dans le film que j'aurais voulu, parce qu'on parle beaucoup de la culpabilité de Oppenheimer, qui, comme ce que j'ai fait est les remords, là. Ouais. Épouvantable. C'est le rôle ensuite des scientifiques qui sont débarqués au Japon. Ouais. Les Américains ont envoyé des scientifiques, des médecins, pas pour aider les Japonais, pour les étudier. En fait, pour étudier les effets de la radioactivité sur le corps humain. Donc, en fait, les Japonais demandaient de l'aide. Donc, c'était des gens qui étaient en souffrance. Puis après ça, ben, tu te fais juste observer par un scientifique. Donc, ils sont pas là pour t'aider. Non, ils sont exact. là pour étudier puis voir comment tu vas mourir et développer des cancers. Exactement. C'est super. Ouais, c'est épouvantable. C'est vraiment atroce. Donc, moi, j'ai trouvé ça épouvantable. Donc, aller à Hiroshima. Mais je pense que c'est quelque chose que tu dois faire une fois dans ta vie. Là. Oui, mais... faut que tu y ailles pour comprendre. Mais moi, j'avais ces images-là. Ouais. Pendant le test Trinity. Ouais. Pour moi, et après la scène, on va en parler, là, ça m'amène quand même de manière organique là-dedans. Oui, vas-y. Ma scène, qui est notre scène, en fait, qui nous a le plus marqué, c'est justement cette scène où Oppenheimer est devant cette espèce de tribune de gens, il leur annonce comment le test fonctionnait, ou après ça, le largage sur Hiroshima, puis après ça, que tu vois cette fille. Je te laisse te placer ton fun fact. Ouais, ben exact. Tu vois une espèce de radioactivité dans la face de la fille, puis tu vois que sa peau elle s'enlève. Et cette actrice-là, cette jeune femme-là, c'est la fille de Christopher Nolan. J'attendais les yes. Mais voilà, fait que fun fact, ouais. Et ça a été la scène avec un bruit aussi qui est repris souvent à travers le film, là, cette espèce de piétinement là, d'excitation qui est comme le point culminant. C'est le point le culminant de la carrière de Oppenheimer, c'est son moment de gloire, mais qu'on réutilise de manière très 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 anxiogène à plusieurs moments du film. Et cette scène-là, je l'ai pleurée dans le cinéma. Ah, pour vrai? Ah oui. Maudite faible. Non! non, mais... Je pleurais. Je comprends. À chaudes larmes parce que j'avais juste ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu à Hiroshima. Mais c'est ce que Cillian Murphy vit aussi, tu sais. Oppenheimer, il est aucunement satisfait de tout ça, là, tu sais. Non. C'est de voir, justement, parce que moi, je disais que c'était ma scène d'horreur. Puis ça rejoint sûrement ce que t'as vécu finalement, mais c'est juste de voir une foule en délire pour un crime de guerre. Là, c'est vraiment pas des millions, mais oui, ça a été pas loin des millions quand même avec les générations, puis tu sais, tout ce que ça l'a tué. Puis si tu combines aussi les deux en même temps, tu sais, c'est fou, puis t'as une foule en délire. Puis tu sais, même Oppenheimer, il est comme... là, les Japonais ont capitulé, puis là, ça gueule, puis là, tu vois l'horreur dans sa face, là, c'est... Honnêtement, une des plus belles scènes d'horreur qui a été réalisée pour moi que j'ai vue cette année. Puis même, c'est la première fois, tant qu'à moi, que Nolan réalise quelque chose d'horreur. Là. Puis cette scène-là est un masterpiece dans l'horreur. Là. Moi, j'ai été terrorifié. Là. Mais tu vois, toi, tu la vois comme une scène d'horreur. J'ai trouvé que c'était la scène la plus triste ever. OK. C'était... C'est tellement venu me chercher. J'ai eu tellement de peine pour ce qui est arrivé. J'ai eu de la peine pour l'humanité. Pour moi, c'est une scène dramatique plus qu'une scène d'horreur. Okay. Mais tu vois, ça dépend de la manière qu'on l'a vécu. En fait, c'est ce qu'on a ressenti. Moi, je me croyais sur mon siège. Moi, j'étais terrorifié. Puis tu sais, c'est... Terrorisé? Terrifié? Terrorisé? Ouais, j'ai voulu genre mash up les deux, là. Mais...
J'adore. Exactement. Mais ouais, puis tu sais, c'est de voir une foule en délire, justement, pour un crime. Devant la mort de tant de personnes, mais c'est avec cette souffrance-là. Ouais, puis ils ont même pas... Tu sais, pour moi, là, c'était genre des... c'était des... voyons, des NPC, là. Ouais. Tu sais, c'était du monde que physiquement, il était là, mais psychologiquement, t'es comme, mais non, mais avez-vous réfléchi 2 minutes à ce que vous êtes en train de célébrer? Ça a aucun calice de sens de célébrer une horreur comme ça, là. C'est dégueulasse, là. Puis, tu sais, c'était... En tout cas, moi, je filais tellement pas bien, là. Puis pour moi, en tout cas, c'est ça. C'est une grande scène d'horreur, puis c'est pour montrer, justement, que l'humanité, puis surtout, tu sais, les sociétés sont tellement influencées par son gouvernement. Tu sais, le gouvernement va instaurer une idéo, peu importe. Il va la transmettre à ses citoyens, puis les citoyens vont adopter une façon de penser qui est même pas de eux, là, de base, que ça découle de plus haut. Puis ils vont adopter ça sans réfléchir. Mais réfléchissez, esti, ça n'a pas de sens. Bref, désolé. Ouais, non, c'est parfait. Écoute, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est triste. Oui. C'est triste. Fait que, ouais, c'est clairement la scène la plus marquante du film. Là. Ouais. Mais c'est ça. Puis il y a aussi quelque chose qui était comme pas tout à fait satisfaisant à mon goût. C'est les répercussions après qu'ils ont eu justement au Japon. C'est correct qu'on l'ait pas montré. Ouais, pas du tout mais même, ouais. ils en parlent quand même. Par exemple, oui, il y a une femme que c'est les motifs de son kimono qui sont foncés, se sont imprimés sur sa peau. Oui, c'est vrai. Ouais, je me rappelle. Il y a beaucoup de gens justement comme ça que les choses qui étaient autour d'eux les ont brûlés, tout dépendant si c'était des choses qui étaient claires ou foncées à cause justement du rayonnement. Le rayonnement était tellement fort que, imagine, là, si jamais t'as un pattern un peu foncé sur ton vêtement, ça va te brûler. C'est fou, là. Donc, il faut que ça devienne chaud, là. Je sais pas si c'était dans le film ou c'est dans un documentaire que j'ai checké par après, mais Mané disait même que, tu sais, t'avais une famille, je sais pas, il était dans les débris puis il avait survécu, mais que c'était finalement les radiations. Qui les ont tués, quelques jours plus tard. Oui, c'est dans le film. C'est dans le film, ça? Ok. Parfait, j'étais pas sûr. Mais par exemple, tu sais, ce dont on n'a pas parlé, c'est la pluie noire. Connais-tu la pluie noire? Oui, c'est la pluie qui vient après, justement, la bombe qui est super radioactive. Là. Exactement, mais les gens imagine, c'est des gens qui sont brûlés, c'est des gens qui ont soif et qui vont boire cette pluie-là. Et elle est vraiment noire et à Hiroshima, il y a des par exemple, des panneaux de maisons là avec en papier de riz justement qui sont encore avec ces coulisses noires là. Puis c'est genre opaque le noir. Là. Comment tu me décrirais le noir? De l'encre, une bouteille d'encre que t'as diluée un peu. OK. Mais les gens étaient assoiffés. Tu vois les traces sur ton corps, là. Tu sais, oui, mais c'est ça. Mais les gens buvaient dans les flaques d'eau à terre ou buvaient la pluie. Mais en fait, il y en a que c'est ça qui les ont tués. C'est d'avoir bu cette eau-là qui était hyper radioactive. Ouais. C'est épouvantable. T'avais déjà vu Tchernobyl, la série? J'ai vu le premier épisode, j'étais pas bien. C'est honnêtement là. J'étais vraiment pas bien. Ouais, c'était un de nos plans moi pis Nick, de faire cette série-là au podcast. Puis quand t'as vu Tchernobyl, tu comprends la radioactivité là, puis c'est dégueulasse. Ouais. Pour vrai, c'est horrible. C'est la pire invention de l'humanité là, tu sais, c'est Oppenheimer, tu sais, il est célébré mais en même temps, il nous a vraiment donné l'outil pour se détruire. Oui. Ouais. Puis même lui, il voulait pas le faire non plus. Non, exactement. À la fin, mais c'est ça, c'est ce conflit de j'ai envie de la faire, mais j'ai pas envie de la faire pour la guerre. C'est ça la mais chose. Tu sais, l'humain va l'utiliser pour ça. Là. Puis, mais même lui, après ça, met les gouvernements en garde contre les gouvernements. C'est juste quand il rencontre le président, on l'avait dit, Gary Oldman, mais il l'invite, là, puis là, il est sur le Time, Oppenheimer, puis là, le président, il est tout fier, puis là, il parle un peu avec. Puis là, Oppenheimer, il est comme, puis tu sais, là, il est sur les remords, puis il est comme, mais là, tu sais, j'ai l'impression d'avoir du sang sur les mains. Puis là, t'as juste le président qui le regarde, puis il sort son petit essuie-tout, genre, pis là, il garoche pis il fait « Hey, toi, tu l'as créé, là, » mais il dit « Le monde se fout de qui l'a créé, finalement. » Il dit « Moi, c'est celui qui active sur le piton, là. » Fait qu'il dit « C'est moi qui l'a fait, là. » Fait que c'est pas toi, pis il était comme « Sortez-moi je sais pas trop, ce faible-là, ou je sais pas quoi. » Mais ça, c'est une technique d'obéissance. Ben oui. Les
nazis utilisaient ça aussi. Là, exact. La solution finale, c'est basé là-dessus. C'est tellement segmenté comme réseau que c'est « Oui, mais moi, j'ai juste appuyé sur le bouton. Oui, mais moi, j'ai juste fait ça. Oui, mais moi, j'ai juste fait ça. » Donc, tout le monde se déresponsabilise. Donc, c'est facile de faire obéir quelqu'un quand c'est comme... Exact. Mais c'est épouvantable. Puis tu sais, te mettre dans la peau justement d'un personnage comme ça que tu sais, t'as créé l'arme ultime, puis même un moment donné, juste avant qu'il me semble qu'il réalise le test, il s'en va voir Einstein justement, puis il parle de la formule qui a la possibilité de détruire le monde. Puis Einstein, une réponse vraiment très profonde et à l'image d'Einstein, il disait quelque chose comme tu sais, si c'est vraiment vrai les calculs que je vois là, vous êtes aussi bien de les transmettre aux Allemands puis à tous ceux qui veulent créer une bombe pour que chacun puisse comprendre que ça a l'opportunité de détruire le monde, puis ensemble on va faire en sorte qu'elle se crée pas. Tu sais, il dit moi à ta place je ferais ça, mais tu sais c'est pas ça qui se produit. Non, c'est ça. Mais c'est une bonne réponse aussi. Oui. Puis il y a un autre scientifique aussi qui vont arriver à ramener aux États-Unis un des professeurs justement anglais, je pense, qui était détenu. Je me rappelle pas du tout du nom du personnage ou de l'acteur, je m'excuse. C'est celui qui jouait Lockhart dans Harry Potter. Il joue aussi dans Dunkirk. Ah oui, lui, oui, j'ai pas, oui, puis il jouait dans Tenet aussi, oui. Oui, ok, quand il va le chercher, il fait comme, ben parfait, vous allez pouvoir m'aider. Ouais. Oh non, exact. non, moi je vais pas t'aider à faire ça. Ouais. Donc, absolument, c'est ça, c'est... Donc, même au sein des scientifiques, il était comme, non. Mais non, mais c'est ça, c'est que, tu sais, tu veux, j'imagine que tu veux le faire parce que tu veux te dire que t'es le premier à avoir créé une arme comme ça, mais après ça, tu dis, ouais, mais c'est parce qu'elle va être utilisée. Ouais, puis après ça, mais on comprend pourquoi Oppenheimer veut empêcher la création d'une bombe à l'hydrogène qui sera encore c'est encore dévastateur. Mais, absolument. Fait que... ça m'amène quand même, tu sais, on a parlé beaucoup, mais des personnages, parce que on parle beaucoup de Cillian Murphy qui est excellent, mais on a quand même un gros casting qui se distingue vraiment beaucoup aussi. Robert Downey Jr., tu sais, son plan machiavélique, là, je trouvais qu'il jouait super bien, puis tu sais, on l'a dit, il réussit à se surpasser, puis j'avais checké une interview de lui, puis il disait que c'était son meilleur rôle qu'il avait fait, selon lui, puis tu sais, tu comprends pourquoi, là. C'est vraiment un rôle très détaché de ce qu'il a l'habitude de faire, puis tu sais, finalement, c'est le bad guy de l'histoire. Oui. Fait que c'est super intéressant, ça aussi, là. Et puis il joue excellent, il est très bon dans son rôle, vraiment. Tu sais, c'est vraiment aussi de tu sais, son plan de vouloir détruire Oppenheimer, parce que pour lui, Oppenheimer l'a ridiculisé devant tout le monde. Devant Einstein. Devant Einstein, exact, là, tu sais, la pire affaire. Puis après ça, c'était comme le bout quand ils se croisent, puis tu sais, ils s'avancent, puis là, Einstein le regarde même pas, puis il est comme, qu'est-ce que vous avez parlé? Puis là, il pense qu'Oppenheimer lui a menti, puis qu'il est en train de mettre tous les scientifiques contre lui. Fait que tu sais, tout son plan part d'une interprétation, puis on s'en était parlé hors podcast, exact. Tu sais, quand que son collègue, il dit « Ouais, mais t'as-tu déjà pensé que peut-être ça avait aucunement rapport avec toi, ce qui s'est dit? » Tu sais, puis là, je trouve que c'est... Et qui aurait parlé de quelque chose de plus important. Oui, de plus important, exactement, ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est super intéressant aussi c'est une belle leçon de te dire des fois, tu sais, c'est ça, arrête de penser que tout te revient pis tout se centre sur toi. Ouais, que le monde tourne autour de toi. Ouais. Exactement. Fait que ça, j'avais trouvé ça bon. Pis tu sais, Einstein, il est pas là souvent, mais ses scènes sont quand même très importantes. Ouais, ils sont solides. Ouais. Vraiment. Puis ben tantôt t'avais glissé quand même Matt Damon. J'ai un fun fact sur Matt Damon. Vas-y. Je sais pas si tu l'avais vu avec sa femme. Non. Eh bien, Andréane, je vais t'apprendre un fun fact sur sa femme. Matt Damon, il était supposé arrêter de tourner des films parce qu'il s'en allait en thérapie de couple. Puis Matt Damon étant Matt Damon, là, c'est vraiment un gars excessivement brillant. Là. Je sais pas si t'as déjà écouté des interviews de lui. Puis non, ok, des fois, il y a des journalistes qui posent des questions vraiment... Tu sais, des questions qui ont pas de sens. Puis genre, il est comme... What the fuck que tu me poses ça? Tu sais, il est vraiment insane. J'adore Matt Damon. Puis bref, fait que il avait dit à sa femme qu'il allait en thérapie, qu'il allait mettre une pause sur sa carrière, à une seule exception près. Si Nolan l'appelle pour jouer dans un film, ça serait la seule... Tu sais, la seule raison qu'il le ramènerait sur le tournage. Il avait négocié ça avec le thérapeute et sa femme. Comme défaite, Nolan l'appelle, il est comme c'était dans les conditions. Fait que il a pu tourner son film, mais c'est quand même cocasse là, tu sais, genre la seule raison c'est arrivé là.
Ouais. Fait que c'est vraiment cool parce que Matt Damon, il disait que, tu sais, Nolan, il a vraiment sa rotation d'acteurs, là, que souvent il reprend. Puis, tu sais, Matt Damon, je pense qu'il a juste joué dans Interstellar de Nolan. Fait qu'il est pas dans Gamic. Fait que, tu sais, il disait, ça va sûrement pas arriver. Mais si ça arrive, voilà. Donc, fun fact qui est quand même très intéressant. Florence Pugh, on n'a pas parlé pantoute, mais personnage quand même assez importante. Puis là, il y a eu une espèce de controverse là avec, je sais pas si t'as vu un peu là, vu que parce que c'est la première fois qu'un film de Nolan est classé 18 ans et plus, puis ça c'est à cause des scènes de nudité. Ah, ok. Puis il y avait jamais eu de scène de nudité dans les films de Nolan. Ok. Puis là, ben, le monde disait à quel point que c'était peut-être pas nécessaire de mettre ça dans son histoire. Puis, tu sais, j'ai quand même trouvé, parce que selon la vie d'Oppenheimer, tu sais, sa sexualité était quand même assez importante, là. C'est ce qui était mis de l'avant. Fait que Florence Pugh, elle amène ce côté-là. J'ai quand même resté surpris quand nous la présente pour la première fois, parce que pour vrai, je pense que calculé, là, 45 ou maximum 1 minute après son apparition, tu y vois déjà les boules. Tu sais, j'étais comme... C'est rapide quand même, tu sais, puis... Florence Pugh, qui est une actrice qui a vraiment beaucoup de talent, mais on dirait que tu savais que c'est elle qui jouait dans Midsommar? Oui. C'est elle qui, en plus, je pense que c'est le film qui avait lancé sa carrière. Puis, tu sais, elle est bonne, mais on dirait qu'elle joue tout le temps la fille mélancolique, tu sais, qui est un peu folle. Frustrée. Ouais, puis tout ça. Fait que, tu sais, puis là, elle est encore ça dans ce film-là. Elle joue super bien, là, mais tu sais, j'étais comme, maintenant, il faudrait qu'elle fasse autre chose. Fait que, tu sais. Ouais, mais j'ai trouvé, par exemple, que le rôle les rôles féminins, très peu. Très peu, ouais. Hein, donc, Florence Pugh et Emily Blunt. Emily Blunt, qui est pourtant une excellente actrice. Oui, qu'on voit très, très peu, là. Mais vraiment pas beaucoup. Elle est solide, Emily Blunt, je l'aime beaucoup comme actrice. Comme toujours, ouais. Mais elle a tellement pas beaucoup d'espace dans le film, et pourtant, le personnage est tellement intéressant. C'est un personnage qui a des problèmes d'alcoolisme. Mais... elle est comme réduite à ça. La femme d'Oppenheimer qui est alcoolique puis qui vit dans l'ombre d'Oppenheimer. C'est ça, puis qui prend pas vraiment bien soin de ses enfants, mais tu sais, qui vit quelque chose d'absolument comme... mais c'est intense, là. Oui. Puis qui est très intelligente, et que si son mari l'écoutait plus, il aurait évité probablement plusieurs problèmes. Mais il écoute pas sa femme. Non, exact. Et pourtant, elle est tellement hot, et on le voit à quel point elle est intelligente pendant justement un interrogatoire où elle défait toutes les questions de l'avocat qui, comme, tu veux dire ça, tu sais, de cette carte que j'ai perdue il y a 16 ans, non, 17, non, 18, cette carte que je ne sais pas, tu sais, c'est comme cette carte que je ne sais pas, tu sais, elle est vraiment hot dans ce dialogue-là, le personnage est fun, puis à la fin, où elle refuse de serrer la main. Oh, la face qu'elle fait, là! C'est glacial, et puis, tout le remords. Vieillie en plus, là, l'actrice est vraiment vieillie, puis c'était délicieux. Et elle fait ce que Oppenheimer, qui est mou, pas de colonne, qui fait pas, puis qui fait comme oui, bravo, qui lui serre la main, puis elle est comme haha, si tu penses que je vais te pardonner ce que t'as fait, tu as planté un couteau dans le dos, c'est pas vrai que je vais te serrer la main. Tu sais ce que t'as fait, c'était sale, c'était croche. Puis tout mon ressentiment, puis comme sens-toi mal. Ah, puis tout ça, tout ce que tu viens de nommer, ça dure 3 secondes. Dans son regard. Puis tu le vois très bien. Oui, dans la manière qu'elle se tient. Ça te fâche, puis non, tu sais, c'est fâché, puis... rigide, c'est froid, là, mais c'est excellent. Mais c'est ça, effectivement. Au niveau des personnages, c'est ce que je reproche au film. Le côté féminin qui est un peu délaissé. Oui, exactement. Pourtant, c'était des personnages qui étaient très intéressants, surtout celui d'Emily Blunt. Ben tu sais, il peut durer, mettons, 3h15. C'est ça, c'est ça. Tu rajoutes un 15 minutes de développement de femme, puis... Mais tu sais, t'aurais pu la mettre un peu plus souvent. Souvent, elle est comme juste en arrière avec son martini. Ouais, mais un moment donné, c'est ça, je pense que au courant du procès, tu vois, genre, qu'elle est en background. Puis là, j'ai fait... elle est là. Emily Blunt, j'étais comme, OK, tu nous la présentes juste en background, exactement. Genre. C'est triste, effectivement, mais Emily Blunt, qui est une actrice incroyable. Mais je trouvais même que Florence Pugh était peut-être là un petit peu plus souvent, puis ses scènes, ils étaient plus développées, tu sais, parce qu'il y avait plus de dialogue. Emily Blunt, t'avouais vraiment très peu, là. Pas souvent. Ouais, exact. J'avais adoré, d'ailleurs, la scène où est-ce qu'elle est saoule. Puis là, Oppenheimer, il rentre chez eux, puis là, les enfants pleurent, puis là, il est comme...
t'as pas entendu que les enfants pleuraient, puis là, je m'en ai occupé toute la journée, puis elle se pousse avec sa bouteille d'alcool, puis là, c'est genre, oh shit. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment c'est de mauvais parents, là, tu sais. Mais non, mais tu sais, il y a aussi cette ancienne mentalité. Ah oui, que la femme doit. Oui, exactement. Oui, il y a ça aussi. La femme, là. elle est à toute la journée avec les Exact. enfants, puis elle est comme, ah non, on peut plus, là. Ouais. Mais t'avais la phrase chez qui vont le porter, là, les enfants, de son collègue, puis il est comme, tu sais, parce que Oppenheimer, il dit on est vraiment des mauvais parents, puis là il dit un mauvais parent serait pas capable de dire que c'est un mauvais parent. Fait que tu sais, t'es pas un mauvais parent, mais il dit ton intelligence vient avec un prix, puis c'est ça le prix à payer. Tu sais, il y a certaines sphères que t'es pas capable de faire. Là. Fait que c'était super intéressant aussi. Puis Josh Arnett que je suis vraiment très content de. C'est quoi ta relation avec Josh Arnett? Pas de temps? Non, j'ai pas de relation. OK. J'adore Josh Arnett, honnêtement. Okay. Je sais pas pourquoi. C'est un acteur que j'apprécie vraiment beaucoup. Je l'ai vu, je pense, pour la première fois dans le Halloween. Je pense que c'était à la H20 qui jouait dedans. Puis j'ai vraiment très apprécié. Puis il a tourné à Saint-Jean, en plus, Josh Arnett. Ah oui? Ouais. Puis il était disparu depuis longtemps. Là, il vient de revenir récemment avec Black Mirror. Je sais pas si t'as vu la dernière... Oui, j'ai vu. Beyond the Sea, là. Oui. C'est ça? Beyond the... Un excellent épisode, là, by the way. Là. Mais il jouait là-dedans. Puis là, il est dans Nolan. Fait que je suis vraiment content de retrouver Josh Arnett au cinéma. C'est ça. C'était mon petit moment de Josh Arnett. J'étais vraiment très content de le retrouver. Moi, j'ai vu Oppenheimer avant de voir l'épisode de Black Mirror. Puis là, j'ai fait comme « Hey! » Oui, c'est Josh. C'est lui! Oui, exactement. Puis voilà. Fait que Gary Oldman, on l'a quand même souligné. Cillian Murphy, bon là, pas besoin d'en dire plus. Là, on a vraiment fait le tour. J'ai un fun fact encore sur le casting. Vas-y. OK. T'avais-tu vu un peu comment que ils s'étaient regroupés le casting pour genre développer leur relation de personnages? Ah, OK, tu savais pas. Ben le casting d'Oppenheimer a formé sa propre petite communauté. Puis ils vivaient dans un hôtel au Nouveau-Mexique pendant le tournage. Puis Emily Blunt a décrit l'expérience comme étant genre un peu similaire à un camp d'été, vu qu'ils étaient tout le temps ensemble pour essayer de développer justement leur relation. Puis elle disait que presque tous les acteurs principaux ont réussi à dîner souvent ensemble puis de développer un peu leur énergie, à l'exception de Cillian Murphy, qui lui était vraiment... il a raté beaucoup d'activités parce qu'il disait que il y avait énormément de pression en tant que d'être l'acteur principal. Ouais. Fait que lui, il a moins été dans l'équipe. Puis on dirait que c'est ce qui crée quand même quelque chose d'intéressant parce que t'as le personnage qui est plus à l'écart. Fait que ça se ressentait, je trouve, dans le casting puis dans les scènes. Tu voyais vraiment qu'il y avait peut-être une petite énergie de... Je sais pas. Tu sentais qu'il était plus dans son petit monde. Fait que voilà. Fun fact. C'est bon. C'est cool? Oui. Tu l'aimes, mon fun fact? Oui, je l'aime. T'as l'air déçu, là. Non, tu veux que j'en sorte un autre? Parce que j'en ai un autre, là. Vas-y. Je finis avec ce fun fact-là. Fait que, est-ce que t'avais d'autres choses à dire avant, par exemple? Je vais y aller avec la phrase de la fin, mais après. Après mon fun fact? Après ton fun fact. OK, parfait. Là, c'est un fun fact que je suis excessivement content d'avoir trouvé. Dans toutes les fun facts que j'en ai au podcast, je pense que c'est mon préféré, celui-là. OK. Ouais. Je suis vraiment... Là, je suis fébrile. Je prends le temps de savourer ces secondes. Saviez-vous que Oppenheimer, on doit ce film-là à quelqu'un? Et cette personne est nulle autre que Robert Pattinson, parce qu'à la fin de Tenet, il a comme cadeau, il a acheté un livre, le livre justement que tu m'as cité tantôt là, de American exactement. Proteus, ouais. Puis il a donné ça à Nolan. Puis Nolan, il a vu tu sais justement, il a entendu parler vraiment plus d'Oppenheimer là, puis c'est ce qui lui a donné le goût de faire Oppenheimer. Fait que c'est grâce à Rob Pat. C'est grâce à lui. Wow. Voilà, c'est fini. Effectivement, j'aime beaucoup ton ouais, hein? C'est vraiment... Ben, tu sais, nous autres, on est des grands fans de Rob Pat, là. Fait que je suis très emballé. Merci, Rob Pat. C'est très gentil. Alors, ma phrase de la fin. Ouais, vas-y, Andréane. Nolan explique qu'il n'y a pas de message dans son film. Il s'agit d'une histoire, puis si elle est assez bien racontée, elle va soulever des questions. Les gens se poseront des questions et chercheront à en savoir plus après le film. Donc, c'est... Wow! Écoute... C'est la fin. C'est la fin. C'est parfait. C'est Nolan qui a dit ça? Oui. Nolan. Ah. Ouais. C'est parfait. Écoute, ta note. On va finir ça avec ça. Ma note? Ta note? 8.5.
Oh! Ouais. Oh! OK. Ouais. Ouais, c'est quand même beaucoup. Oui. Puis c'est exactement ce que j'avais choisi aussi. Pour vrai? 8.5. Oh mon Dieu, c'est la Ouais. première fois qu'on a la même note. Ouais. Ouais. Ah! Fait que là, faut faire un vœu, genre. Ouais, c'est ça. OK. Le Pinky. Mais, 8.5, honnêtement, c'est un excellent film. Je suis pas d'accord que c'est le meilleur de Nolan. Pour moi, ça reste Interstellar. OK. Mais, je me pose la question si c'est pas mon deuxième meilleur. OK. Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié Oppenheimer. Ouais. OK. Ouais. Moi, je pense que ça va être mon préféré, même par rapport à Interstellar, parce que... Pour vrai? Mais c'est parce qu'il y a eu plus d'émotions. Genre, tu sais, comme... Ah! Ouais. Mais c'est comme... J'essaie de me justifier, ça paraît-tu? Là, tu sens genre tout le jugement de mon côté, là. Oui. Ça doit être épouvantable à vivre en ce moment. C'est genre 2 bombes Hiroshima, là. Oh mon Dieu. Mais, ouais. Mais c'est parce que... Non, mais... c'est de toucher justement à une partie de l'histoire que j'aime particulièrement. Mais pas que j'aime, mais je veux dire qui m'intéresse. Ouais. Ben, en plus que t'es allé. Ouais, exactement. Ça, tu le vois pas de la même façon, non, là. mais c'est sûr. vraiment venu me toucher personnellement. Je veux dire, comme moi. Mais t'as pleuré, là? Beaucoup. Vraiment. Là, écoute, j'étais là, inconsolable, mais j'avais ces images-là, puis en tout cas, bref. Ah non, mais t'as raison. C'est pour ça que, pour moi, personnellement, j'ai plus aimé que Interstellar. Fait que c'est ton meilleur de Nolan. Hey, c'est cool, ça. Fait que Inception... T'es sûr, là? J'ai comme peur quand tu vas fermer la caméra, ouais, là. tu reviendras plus. Mais non, puis tu sais, meilleur que Inception, le Prestige, tu sais, c'est vraiment ton... OK. Ouais. OK. Mais... Là, faut que je digère cette nouvelle-là, là. Ça, puis le fait que j'aime pas le ketchup, ça fait beaucoup de choses à ça, digérer à mon sujet aujourd'hui. C'est épouvantable, là. Ceux qui aiment la moutarde, arrêtez d'écouter le podcast. Moi, je regarde juste ceux qui aiment le ketchup. Mais honnêtement, non, tu sais, je te comprends parce qu'Oppenheimer, c'est vraiment un film aussi qui m'a marqué beaucoup. Puis, hey, je suis allé quand même le voir 2 fois en 2 semaines, puis j'hésitais à retourner le voir une 3e fois, puis il passe toujours aussi vite. Il grandit bien en moi, tu sais, j'ai vraiment un bon souvenir de ce film-là. J'ai hâte de le réécouter sur ma télé, j'ai hâte d'avoir la copie physique. C'est pour ça que je dis, moi, c'est mon 2e meilleur, c'est sûr, mais Interstellar, tu peux pas accoter ça. Ben, merci beaucoup de votre écoute. On espère que vous avez aimé l'épisode. Oui. On se retrouve très prochainement pour de prochaines aventures, et merci à toi, Andréane. Merci à toi. Ça fait un plaisir. Pareillement. Merci.